Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau live de Ludipsy et Mixdeal, mais en fait ce soir c'est un spécial, c'est pas un live Ludipsy Mixdeal, c'est un live Ludipsy Professeur Board Game et Mixdeal, parce qu'on est hot de même, nous autres, qu'est-ce que vous voulez. Fait qu'aujourd'hui on va vous parler de rétro gaming, de réédition et de nostalgie, je l'ai eu! Je l'ai eu! Yes! Ouais, fait... Elle s'est pratiquée depuis tantôt, elle le répète. Depuis tantôt, parce que toute la journée, quand j'ai voulu partager l'événement puis écrire le titre, c'est ça. Fallait que je regarde le titre 3-4 fois avant de l'écrire. Je sais pas si mon cerveau qui est en mode vacances, là, fait que... fait qu'il faut y laisser une chance. Mais c'est ça. Fait que oui, on va vous parler de tous ces beaux sujets-là. Puis c'est pas mal ça. Je sais pas si vous aviez d'autres choses à rajouter, les amis. Dans le fond, David, on pourrait te présenter, mais je pense que t'as pas vraiment besoin de présentation, là. Juste au cas où qu'il y a besoin de présentation, David de la chaîne YouTube Professeur Board Game ainsi que la page Facebook. Puis tu fais quoi, David, avec ça? Je fais des vidéos de règles pour les jeux de société puis des critiques de jeux de société aussi. Et c'est pas mal Fantastique. Fantastique, effectivement. Fait que, on espère que le sujet va vous intéresser. On a essayé de diviser ça en comme 3 parties, mais on voit qu'on va être surtout dans le passé, puis ramener le passé dans le présent. Donc, ouais, avec le rétro gaming, ça va être vraiment intéressant de voir comment le concept de rétro gaming s'applique aussi dans les jeux de société. Absolument. Avec la réédition, on va voir comment les jeux de société ont un peu évolué à travers l'histoire, à travers le temps. Puis comment est-ce qu'on se ramasse avec 26 versions de Monopoly? Non, absolument pas. 26 000! Ah, 1000! Je vais vous parler de plein de belles histoires, mais vraiment belles histoires là, de publication de jeux, des choses... Ouais, inspirantes. Moi, j'étais inspirée, en tout cas, en le faisant. Génial. Moi, pour l'occasion, j'ai sorti mon chandail rétro. Ouh! C'est écrit Life is hard, mais en bas, c'est écrit Megaman is harder. Donc, la vie, c'est difficile, mais Megaman, c'est encore plus difficile. Oh, c'est cool! C'est parfait. Ben, moi, j'avais pas de chandail de rétro gaming. J'ai sorti mon chandail de Mixdeal. C'est très beau. Merci. fait que c'est ça, je pense, David, c'est toi qui faisais notre introduction à tout ça, avec le rétro gaming, justement, à aller dans la nostalgie, mais sans parler de nostalgie, parce que ça, c'est Elsa qui va le faire. Ça va s'entrecouper un peu. Tout va s'entrecouper. Et voilà. Mais c'est pour ça qu'on va faire des petites sections de discussion entre, comme ça on va chacun pouvoir partager nos connaissances sur le sujet, ça va être intéressant. Donc, je t'envoie full écran, David, pour que tu puisses partager. Voilà. Tada! Donc, pour ceux qui connaissent ma chaîne, puis qui connaissent le logo de ma chaîne, il y a beaucoup d'œufs de Pâques qui sont cachés dans mon logo, autant dans le premier logo que dans le nouveau, mais il y a un élément qui est toujours resté dans mon logo, puis c'est le petit avatar 8 bits. En fait, c'est un avatar de moi. C'est moi qui l'avais fait avec un programme qui s'appelait RPG Maker, où on peut faire notre propre RPG. Nice. Fait que j'avais fait mon petit avatar, puis j'avais mis ça dans mon premier logo. Puis j'avais aussi caché dans mon premier logo des petites des références au tableau périodique qui faisaient référence à ma job de prof de sciences. Puis quand j'ai changé de logo, j'ai voulu conserver le personnage 8 bits. C'était une partie importante de mon logo. Fait que c'est resté dans le nouveau logo aussi. Puis c'est pour afficher... évidemment, tout mon amour pour le rétro gaming qui est caché en arrière de ce petit easter egg-là du personnage 8 bits. Donc, on va regarder ensemble c'est quoi peut-être du rétro gaming, d'où ça vient ce terme-là, qu'est-ce que ça englobe. On va parler aussi des exemples de rétro gaming, puis aller voir aussi à quoi ça peut s'appliquer dans le jeu de société. Parce que rétro gaming, on ne se le cachera pas, c'est un terme qui est né avec les jeux vidéo. Donc, si on décortique rétro gaming, ben rétro, ça veut dire vers l'arrière, donc des choses du passé. Puis évidemment, le terme gaming qui est longtemps associé au domaine des jeux vidéo. Donc, le gaming, c'est jouer à des jeux vidéo. Donc, c'est jouer à des jeux vidéo qui viennent du passé, si on veut. Il n'y a pas de définition qui dise exactement un jeu rétro, c'est de quelle année à quelle année. Là, les gens s'astinent beaucoup là-dessus, mais
le consensus général, c'est que c'est l'ère du 2D, dans le fond, le rétro gaming. Fait que ça s'est perdu au milieu des années 95, où on a vu dans les consoles de jeux vidéo arriver les jeux avec le début du 3D, tout ça. Donc, tout ce qui est avant l'ère du 3D, c'est ce qu'on pourrait considérer comme des jeux vidéo rétro. Donc, ça englobe, si on veut, les jeux à partir des années 70, fait que les premières consoles de jeux vidéo, jusqu'à 1995, avec la fin peut-être, le début du PlayStation 1 ou cette époque-là de jeux vidéo. Donc, ça englobe tous ces jeux-là. Maintenant, pourquoi on joue à des jeux rétro? Donc, pourquoi c'est aussi populaire encore de nos jours, les jeux rétro? Il y a plusieurs raisons qui font qu'une personne peut consommer ou jouer à des jeux rétro. La première, c'est la plus évidente, puis c'est une raison qu'on va parler peut-être un peu plus en détail tantôt, c'est évidemment la nostalgie. Donc, ça nous renvoie à une époque où on était plus jeune, une époque où c'était peut-être moins stressant la vie, on avait peut-être moins de responsabilités, moins de stress. Fait que ça nous fait revivre ces petites émotions-là, mais on pourra en parler tantôt avec la partie de Elsa un peu plus en détail. Sinon, il y a d'autres raisons qui peuvent faire que quelqu'un peut consommer des jeux vidéo rétro. Il y a tout l'aspect collectionneur. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont chercher à collectionner des jeux rétro, que ce soit des vieilles consoles, des vieilles cartouches de jeux. Donc, il y a beaucoup de boutiques spécialisées dans le rétro gaming. À Montréal, il y en a quelques-unes aussi. Il y a des boutiques web. Donc, il y a un gros marché de revente d'articles de jeux rétro. Fait qu'il y a beaucoup de collectionneurs. Il y a des jeux, des fois, qui se sont faits en quantité super limitée. Bien là, d'avoir une copie de cette cassette-là qui est super rare, bien, il y a des gens qui cherchent ça et qui vont essayer de trouver ces deals-là pour augmenter leur collection de jeux rétro. Fait que c'est beaucoup un domaine qui est axé pour les collectionneurs. Sinon, on a aussi les gens qui sont des fans des graphiques des jeux rétro, donc les fameux graphiques 8 bits ou 16 bits qu'on retrouvait, exemple, chez la NES, la Super NES. Puis on a aussi les grands nostalgiques de la musique de jeux rétro, dont je fais partie. J'écoute beaucoup de jeux, j'écoute beaucoup de musique, de jeux vidéo à la maison, puis ça fait partie aussi de toute cette nostalgie-là, d'écouter cette musique-là. Ça nous rappelle ces moments-là qu'on passait à jouer à ces vieux jeux-là, puis cette époque-là qui était peut-être moins stressante que ce qu'on vit présentement dans notre vie. Donc, tout ça aussi peut être relié ça peut nous donner une motivation de jouer à des jeux rétro. Puis il y a aussi le gameplay de ces jeux-là qui est très différent avec ce qu'on retrouve aujourd'hui. Il y a vraiment une grosse dichotomie entre le gameplay du jeu rétro puis le gameplay du jeu moderne. Les jeux rétro comme Mega Man, par exemple, qui est sur mon chandail, donc c'était réputé pour être des jeux difficiles. C'est des jeux qu'on devait jouer, on jouait, on mourait, on recommençait, on jouait, on mourait, on recommençait. Et souvent, tu avais des vies limitées. Donc, c'est plate, tu n'as plus de continu, tu recommences le jeu du début. Donc, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait être très persévérant pour passer au travers d'un jeu rétro. C'était pas des jeux nécessairement longs. C'était des jeux, une fois qu'on était capable de les compléter, en 1 heure, 1 heure et demie, souvent, tu pouvais finir le jeu au complet si tu étais capable de passer les différents niveaux. Donc, c'était des jeux qui demandaient beaucoup d'apprentissage, beaucoup de persévérance. Puis je pense que c'est des qualités que j'ai développées beaucoup avec les jeux rétro dans mon enfance. Donc, de jouer à ces jeux-là, à des Mega Man, des Castlevania, des Metroid, etc. C'est des jeux que j'ai dû rejouer, que je suis mort, que j'ai rejoué, j'ai persévéré. Puis, tu sais, dans le temps, on n'avait pas Internet pour trouver des trucs non plus. Donc, on avait des magazines. J'avais mon Nintendo Power pour aller chercher des trucs. Des fois, je suis pas capable de passer ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou ce boss-là, c'est quoi sa faiblesse? Comment je peux le faire? Et qu'on allait chercher des petits trucs dans des magazines. Fait que c'est vraiment deux mondes comparativement à ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeux sont c'est tellement des grosses productions. Ça prend des années à développer. Il y a des milliers de personnes aujourd'hui qui travaillent sur un jeu vidéo. On peut penser à quelque chose comme The Last of Us 2. C'est presque un film, écoutez ça. Je sais pas, il y a combien de milliers d'emplois qui sont autour de ce jeu-là. C'est presque rendu des productions comme des films. Fait que c'est vraiment un gros marché. Puis les jeux ont plus le même but qu'avant. Avant, peut-être que les jeux avaient
espèce de challenge qu'ils nous offraient. Aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment tombé dans le divertissement. On veut pas nécessairement que ça soit difficile. On veut relaxer en consommant un jeu vidéo. Je veux m'embarquer dans une histoire puis suivre cette histoire-là. Fait que je pense que le but des jeux a beaucoup évolué aussi avec la façon qu'ils nous présentent ça aujourd'hui. T'sais, les jeux modernes, souvent, tu as des vies limitées. Tu meurs, tu recommences 2 minutes avant où ce que tu étais. Tu n'auras pas cette espèce de courbe d'apprentissage-là brutale qu'on retrouvait dans les jeux rétro. Fait que je pense que le mandat des jeux a vraiment changé. Fait que c'est vraiment 2 philosophies différentes au niveau des jeux. Puis c'est drôle parce que j'emmenais des jeux rétro à mes élèves à l'école. Puis de les voir jouer à un Megaman, tu vois qu'ils sont pas habitués à ce genre de jeu-là, justement. Ils sont pas habitués à... C'est bien difficile de passer un tableau. On a passé tout le midi sur le même tableau, on l'a même pas passé. Puis tu sais, moi j'avais 8 ans puis j'étais capable de finir le jeu. C'est vraiment 2 générations différentes qui ont appris des choses différentes avec les jeux. Je pense que les jeux ne représenteront peut-être pas les mêmes valeurs. Fait que tout ce que les jeux rétro représentaient, puis que les gens qui ont grandi avec ça ont adoré, ben, ils vont encore vouloir consommer des jeux rétro. Puis aujourd'hui, on est chanceux parce que, tu sais, oui, nos vieux jeux existent encore. Ils sont ressortis en nouvelles versions, des versions sur Steam. On a les émulateurs qui existent où on peut consommer des vieux jeux aussi de notre enfance. Il y a plein de façons de rejouer à ces jeux-là. Mais c'est aussi devenu une technique de marketing, le jeu rétro dans les jeux vidéo. On fait des jeux modernes, mais qui ont des allures de jeux rétro, donc ils vont aller chercher du gameplay de jeux rétro. Puis on a comme fait le compromis entre les deux, c'est-à-dire qu'on va présenter un jeu avec du 2D, avec des tableaux, des choses comme ça, mais on va aller intégrer des choses un peu plus modernes, peut-être une petite évolution de personnage, ou peut-être d'être moins punitif que ce que les jeux rétro étaient avant. Fait que les jeux rétro modernes, on dirait qu'ils vont aller chercher le meilleur des 2 mondes. Ça fait vraiment des jeux qui sont super le fun. Et souvent, c'est des jeux qui sont développés par des toutes petites compagnies. C'est souvent même des jeux qui vont aller sur Kickstarter. Donc, il n'y a pas juste des jeux de société sur Kickstarter. Il y a des projets de jeux vidéo aussi. Fait qu'il y a beaucoup de petits studios qui ont commencé là, en sortant un petit jeu sur Kickstarter, un petit jeu à l'allure rétro, où on était 5-6 personnes à travailler autour de ce projet-là. Puis après ça, la compagnie va grandir puis aller développer des nouveaux jeux. Fait que c'est quand même quelque chose qui est encore très à la mode de remettre du rétro, mais à la sauce un peu plus moderne. Puis souvent, dans leur marketing, ces compagnies-là, ils vont inclure des styles de vieux jeux. Donc, notre jeu, c'est un Metroidvania. Fait que tu sais tout de suite, ben c'est le style de Metroid. Fait que c'est un jeu qu'on va se promener, on va débarrer des trucs, qui vont nous donner accès à des nouvelles places qu'on ne pouvait pas avant, puis on va évoluer comme ça tranquillement. Puis que les gens vont associer ces vieux termes-là à des styles de jeu. Donc, on sort un RPG qui ressemble à un Zelda, ou on sort un RPG qui ressemble à Chrono Trigger. Fait que ça va vraiment être des pitch marketing. Ils vont vraiment utiliser les titres de vieux jeux qui ont été très populaires pour développer puis associer leur jeu à quelque chose qui était très populaire dans la communauté des joueurs rétro. Donc, c'est vraiment une technique de marketing assez utilisée là, pour les jeux vidéo. Si on veut transférer ça vers les jeux de société, nous autres, les joueurs de jeux de société moderne, on est rapide pour juger les gens qui jouent au Monopoly, qui jouent à Clou, à Uno, à Yahtzee, juste Monopoly. etc. Juste Monopoly. On pourrait en nommer longtemps, mais il y a beaucoup de gens, puis étonnamment, même s'il y a 10 000 Kickstarter par année, puis qu'il y a des gros jeux à succès, c'est encore les jeux qui se vendent le plus. C'est ces jeux. Ça veut dire qu'il y a des gens qui les jouent. Bon, peut-être parce qu'ils connaissent pas d'autres choses aussi, mais il y a aussi ce sentiment-là de jouer une partie de Uno avec ta nièce parce que c'est ça qu'elle a reçu à sa fête, puis que, ben pourquoi pas, on va jouer à Uno. Je me souviens, à un moment donné, mes nièces étaient venues au chalet, puis ils avaient reçu un jeu de 1000 bornes, qui est la nouvelle version avec un board et des petits stops en bois devant la voiture des joueurs quand tu leur mets un stop. Donc, de vivre ces parties-là, de jouer ces parties-là de jeux société rétro, ça peut aller rechercher un certain élément de nostalgie qui est la même chose quand on a avec les jeux vidéo.
Je pense que les jeux vidéo rétro puis les jeux de société rétro, ils ont des caractéristiques contraires. Ce qui fait que je vais consommer beaucoup de jeux vidéo rétro, mais que je n'irai pas consommer beaucoup de jeux de société rétro aujourd'hui, contrairement. Parce que les jeux de société rétro étaient longs. Il y avait des mécaniques de jeu super simples, mais c'était souvent des jeux très longs. Donc Monopoly, Risk, c'est des jeux qui pouvaient durer comme 4 heures. Mais c'était 4 heures à refaire un peu la même chose. 4 heures à jouer un roll and move. À un moment donné, c'est ça. J'ai pas grande décision, c'est les dés qui me font avancer. Puis si le terrain n'est pas à moi, il faut que je paye de l'argent. Fait que, à quelque part, on fait ça pendant 4 heures. Ouais, à un moment donné, tu perds un peu l'intérêt. Alors que les jeux vidéo rétro, c'était le contraire. C'était des jeux qui duraient 1 heure, 1 heure et demie. Les jeux étaient très courts. Fait qu'aujourd'hui, justement, t'as pas le temps de te lancer dans un jeu de 40 heures. Tu veux pas partir une game de Skyrim parce que tu sais que ça va prendre 100 heures faire toutes les side quests. Mais je vais partir une game de Megaman, puis dans 1 heure et demie, je vais finir le jeu. Tu sens un petit sentiment d'être capable de compléter quelque chose rapidement. Fait que ça, c'est bien. Ce que les jeux de société rétro ont peut-être pas, parce qu'eux, c'est le contraire. Ils étaient beaucoup plus longs que les jeux de société qu'on retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, un jeu de 4 heures, il y en a, mais c'est des espèces de gros jeux épiques, comme Sophie pourrait nous dire à la Twilight Imperium 4. C'est correct aussi. Les joueurs qui recherchent ce type de jeu-là vont jouer ensemble à ce gros jeu épique-là pendant 4 heures. Puis je pense que ça va être une belle expérience de jeu. Mais de jouer à Monopoly pendant 4 heures, je pense que ça n'a pas bien vieilli avec ce concept-là. C'est un peu perdu. Parce que ces jeux-là familiaux, un peu plus simples, mais aujourd'hui, c'est rendu des jeux de 45 minutes, des jeux d'1 heure. Donc le marché s'est un peu adapté pour y aller avec la nouvelle clientèle, avec les jeux de société. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui vont consommer des parties de jeux de société rétro une fois de temps en temps. Je pense pour aller chercher cette petite nostalgie-là. Mais des fois, ils vont se dire, bon, on va jouer notre partie de Clou, par exemple. Mais des fois, après ça, tu vas peut-être réaliser que, ça n'a peut-être pas aussi bien vieilli que ce que ton Megaman a vieilli avec les époques. Fait que je pense que les jeux vidéo ont mieux traversé le temps que les jeux de société de cette époque. Ouais. Amplement d'accord avec toi. C'est ce qui m'amène à au dernier item sur ma liste, puis ça va un peu vous lancer la balle. Le rétro s'est rendu très marketing. J'ai donné des exemples tantôt avec les jeux vidéo, mais ce l'est aussi avec les jeux de société. Donc, on a des compagnies qui vont reprendre des vieux jeux de notre enfance, puis qui vont essayer de refaire des versions modernes, ou des jeux que ça fait 10 ans qui sont sur les tablettes. On va sortir une nouvelle édition parce que justement le jeu est plus trouvable. Puis tant qu'à juste le réimprimer, on va prendre le temps de le peaufiner, de peut-être changer 2-3 règles, changer le visuel, de le mettre un petit peu au goût du jour. Puis c'est drôle parce qu'on est dans la fin de semaine du Gen Con. Puis on dirait que la moitié des grosses annonces, c'est des nouvelles éditions de jeux. Pète-moi pas de punch! Mais ils ont annoncé, exemple, une réédition de Descent. 3 éditions de Descent. Tu l'as pas vu? Donc, c'est ça. Donc, Sophie, je vais te lancer la balle pour la réédition. Cool, hein? Cool. Fait que... Puis toi, Elsa, de ton côté, le rétro gaming dans les jeux de société, est-ce que tu as un petit plaisir coupable? Dans les jeux de société, pas tant. C'est ça. David parlait de jeux vidéo, un peu plus dans les jeux vidéo. Et t'as aucun jeu de ton enfance que tu rejoues de temps en temps au camping? Ah oui, non, ok, oui. Jeux vidéo, c'est vraiment tout dans la lignée de Mario, que je pense qu'on peut considérer comme rétro gaming. Puis, non, vraiment, j'adore. Puis sinon, dans puis Final Fantasy aussi, mais ça serait pas rétro gaming. Puis dans les jeux de société, je suis vraiment... J'adore Clou. Sérieux, là, j'y joue pas à toutes les semaines, là, mais une fois par 2 ans à peu près, j'ai comme je me rappelle de comment je tripais, puis comment, genre, ma soeur puis moi, on se bataillait pour avoir Madame la Rouge, Scarlett. Puis là, je suis comme, ça serait bon, un bon Clou, là. Puis ouais, fait que Clou... La vieille version, là. Oui. Moi, je suis d'accord avec toi. Clou, c'est un jeu qui est solide. Il y a eu des rééditions qui sont meilleures que le jeu de base, là. Entre autres, Harry Potter. Clou Harry Potter est très, très bon.
Attends. Est-ce que c'est juste... Est-ce que le concept du jeu a été édité, justement? Oui, oui, quand même un petit peu. Mais oui, le fait que ça se passe dans l'univers d'Harry Potter, je pense qu'il y est pour beaucoup là, dans le fait que ça soit bon. Ouais, moi, j'ai quelques petits plaisirs coupables comme ça. Le risque aussi. Je jouerai jamais une partie de risque qui va prendre 8 heures. Là. J'ai pas ce temps-là dans ma vie pour jouer à risque. Là. Si je veux jouer à 8 heures à un jeu, je vais sortir Twilight Imperium puis je vais me faire du fun. T'sais. Mais ils ont sorti Risk Game of Thrones avec un principe d'objectif puis de points de victoire. Fait que la partie, je joue en 45 minutes avec plein de petites twists qui sont intéressantes. Fait que oui, de temps en temps, ça va me faire plaisir de sortir mon Risk Game of Thrones ou un Uno au camping ou Tabou pendant le temps des fêtes. J'adore cette catégorie. Je suis une fan de cette catégorie. Sérieux, là, quand je joue avec des amis qui se connaissent un peu moins que vous deux en jeu de société, je sors cette catégorie, c'est comme, let's go, on joue. Ouais, puis je sais pas si ça fait partie des plaisirs coupables de rétro gaming, là, parce que je sais pas si ça peut compter là-dedans ou si c'est quelque chose comme les échecs qui a pas vraiment d'âge, mais je joue au crib de temps en temps avec mon copain. Ouais. Tu viens de prendre... Et voilà, je suis rendue... Là, j'ai-tu mérité mon titre de ma tante, là, sais-tu... C'est amplement. Puis toi, David, t'as-tu des plaisirs coupables dans ces jeux de société-là? Moi, je suis moins jeu de société rétro, je suis pas mal plus jeu vidéo rétro pour vrai. Là. Je refais Chrono Trigger quasiment à chaque année systématiquement, c'est mon jeu favori. Puis la musique dans ce jeu-là, c'est comme... C'est merveilleux. Les Megaman aussi que je refais, puis à chaque fois que j'y refais, je sais encore les tableaux par cœur, même si ça fait 30 ans que je joue à ce jeu-là. On dirait que c'est comme ancré dans mon cerveau. Tu sais, tous les petits détails de qu'est-ce qui arrive à telle place, tout ça, puis ça... Des fois, c'est comme ça me fait peur. Ouais. C'est la mémoire positive qui engendre le souvenir. Mais c'est intéressant parce que tu vois, moi aussi, dans le rétro, je m'attache beaucoup plus. J'ai eu une association émotionnelle beaucoup plus grande avec les jeux vidéo que les jeux de société. Ouais. Je pense que c'est vraiment parce que c'est plus l'aspect immersif qu'on avait déjà parlé. Puis tu as nommé de quoi tantôt, David, la musique. Puis il y a beaucoup de gens qui vont associer vraiment rétro gaming avec la bonne musique. Parce que, tu sais, dans le temps, est-ce que tu avais genre des orchestres qui préparaient la musique? De la bonne musique midi, là. Ou est-ce qu'il y avait vraiment comme une qualité recherchée dans l'aspect musical qu'on retrouve un peu moins dans les jeux d'aujourd'hui? En tout cas, ça dépend des jeux, là, mais Call of Duty, il n'y a pas grande qualité musicale. J'ose dire, à moins qu'on s'oppose, et c'est correct. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réellement comme peut associer la musique à Call of Duty? Je te joue ça hors contexte. Est-ce que tu dois te rendre compte que c'est Call of Duty? Genre, t'en as-tu quelque chose à faire? La toune d'intro, peut-être, mais... Ça, il n'y a pas tant de musique, là. C'est plus comme... Ouais. Here! Come back! Mais, tu sais, j'aime tellement ça, la musique de jeux vidéo. Moi, je vais voir des concerts de musique de jeux vidéo. Vas-tu voir l'OVMF puis l'OJV? L'OJV, je suis allé les voir 3 fois. Ah ouais. Puis j'ai vu Distant World 2 fois, qui eux autres, c'est juste la musique de Final Fantasy. Oh, wow. Qu'est-ce qui fait le tour du monde. J'ai vu Video Game Live aussi 2 fois. Oui, donc, moi aussi. j'en consomme beaucoup de musique de jeux vidéo. Puis même quand je joue à des jeux de société chez nous, c'est ça que je mets. J'ai une radio qui joue des tunes de jeux vidéo. Fait que je mets ça en background tout le temps. Nice. Je pense que j'ai toutes les CD de l'OVMF. Je suis une fan de l'OVMF. Je fais de la pub pour l'OVMF en ce moment. Elsa est payée par l'OVMF. Non, mais ils sont géniaux, là. C'est super pas cher. Ils font des super beaux concerts. Genre, ils donnent un CD en même temps. J'ai tous leurs CD. J'écoute juste ça dans ma voiture. C'est génial. C'est génial. Voilà, publicité. Non, mais les concerts, c'est super parce que comment tu t'immerges totalement dans la musique. Puis là, ça te fait voyager dans les souvenirs, en plein nostalgie. Et voilà. Y a-t-il une balayeuse chez un de vous deux? Oui, je pense que c'est mon copain qui fait des smoothies. Ah, d'accord. Parfait. Bon. Mais moi, pour faire le lien entre le rétro gaming et la réédition, moi, il y a une série de jeux pour lesquels, puis en fait, j'étais en train d'oublier quelques-uns.
Mais c'est ça, il y a une série de jeux pour moi qui sont immanquables. C'est mon jeu fétiche. Là, vous voyez pas, mais dans le bureau où je me trouve, j'ai d'ailleurs au mur le bouclier officiel, parce que c'est ça, c'est moi. Mais c'est Zelda. Et récemment, parce que avant je jouais, parce que moi, Nintendo 64, ça a vraiment été ma console. Fait que avant je jouais à des émulateurs poche de 64 sur mon ordinateur pour pouvoir jouer à Zelda. Et ils ont fait, c'est pas récemment, là, mais dans les dernières années, ils ont fait une réédition de Ocarina of Time, Majora's Mask et même A Link Between Worlds. Fait que ouais, c'est ça, je peux replonger dans l'univers des Zelda, puis c'est ça. Puis moi, côté musique de jeux vidéo, c'est mon top, là. Zelda, ouais. Final Fantasy, Zelda. Castlevania aussi. Ouais. Puis Chrono Trigger. Ouais, effectivement, ouais. Ouais, fait que c'est ça, c'est mes tops vraiment là, de jeux. Puis c'est ça, dans le fond, pour faire un lien avec ma présentation, moi, je vais vous parler de réédition dans les jeux de société parce qu'il y a des jeux qu'on n'entend pas assez souvent parler parce que ben, on n'entend pas assez souvent parler dans le sens que c'est des jeux qui sont hyper populaires aujourd'hui. Tout le monde les connaît, mais les gens n'ont pas tendance à connaître l'histoire en arrière. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça aller en détail dans l'histoire de 2 jeux. Non seulement parce que j'ai trouvé ça hyper inspirant, c'est des belles histoires, puis c'est super intéressant, mais aussi parce que justement, ça parle de réédition d'un jeu que vous imaginez peut-être pas à quel point c'est vieux comme jeu, puis vous y jouez encore aujourd'hui. Je suis convaincue, tout le monde va connaître les titres que je vais vous parler aujourd'hui. Ils ont été réédités plusieurs fois, puis de voir d'où ça vient, j'ai trouvé ça hyper intéressant comme recherche. Là, j'étais fascinée devant mon ordinateur. Fait que je vais transférer à ma présentation. Et voilà. Donc, c'est ça, la réédition dans les jeux. Et là, vous envoyez une coupe de vieux jeux que vous vous doutez peut-être pas qui ressemblaient à ça avant. Donc, Dark Tower, pour ceux qui se demandent c'est quoi, il y a eu une réédition très, très récente sur Kickstarter, là, qui est pas encore rendue chez les backers, mais c'est Return to the Dark Tower. Il y a eu Fireball Island, qui a été fait un peu avant par la même compagnie qui est Restoration Game. De Arkham Horror aussi, qui a eu plusieurs éditions, et Twilight Imperium. D'ailleurs, c'est sur ces 2-là que je vais m'attarder aujourd'hui. Je vais commencer par vous parler de l'histoire de Arkham Horror, parce que comment je suis venue à connaître cette histoire-là, c'est que j'ai commandé... je suis une fan d'Arkham Horror, pour commencer, là. C'est pas le jeu qui m'a introduit aux jeux de société. Les jeux qui m'ont introduit aux jeux de société, c'est Small World, Seven Wonders, Pandémie, les classiques. Mais c'est celui-là qui m'a introduit au monde du jeu de société plus complexe. Les plus gros jeux, les jeux coop, ce genre de jeux-là. Puis c'est en découvrant l'univers d'Arkham Horror que vraiment j'ai été fascinée, que j'ai commencé à faire des recherches. Puis c'est de là que ma collection a découlé, là. Il y a eu... c'est ça. C'est de là que ça a commencé à rentrer les jeux puis que ça l'a pas arrêté. C'est vraiment Arkham Horror, les expériences vécues dans ce jeu-là. Même encore aujourd'hui, c'est un jeu qui est vraiment spécial dans mon cœur. Fait que c'est avec lui que je vais commencer. Puis de la façon que je me suis rendu compte justement de l'histoire en arrière de ce jeu-là, c'est que j'ai commandé la 3e édition. Je l'ai précommandé. Puis je l'ai précommandé à un moment où c'était spécial pour moi de précommander un jeu, parce que c'est le premier jeu que je précommandais. Puis c'est ça. Puis même, j'avais été à la boutique Imaginaire à Québec, peut-être une semaine avant sa sortie ou quelques jours avant sa sortie. Il avait déjà reçu des exemplaires, puis je m'étais mis à jaser avec un vendeur, parce que moi, quand je vais dans une boutique de jeux, ça dure tout le temps 4 heures. Puis là, je me suis mis à jaser avec le vendeur, tout ça, puis il dit comment j'aimais Arkham Horror, que j'avais vraiment hâte de recevoir ma copie, tout ça. Puis le vendeur, il fait « Attends un petit peu ». Puis il a été en arrière dans le backstore, il m'a sorti une copie du jeu, puis il a fait « Tiens, tu peux pas l'avoir tout de suite, mais tu sais, au moins tu peux la tenir dans tes mains. » Puis le regarder, j'étais comme « Oh wow! » J'étais vraiment fascinée parce que ce jeu-là, il est aussi spécial que ça pour moi. Puis bref, en le précommandant, j'avais le droit à un livre de règles de luxe qui est magnifique, qui est en couverture dure. Et quand tu ouvres ça, les 4 premières pages, c'est l'auteur de Arkham Horror qui t'explique vraiment, donc Richard...
qui t'explique vraiment là, la production de son jeu, comment ça a commencé, tout ça. Donc, je me suis dit, j'allais partager ça avec vous parce que c'est hyper intéressant. Donc, c'est Richard Launius qui a été l'auteur de Arkham Horror et ça a commencé au début des années 1800. Donc, lui, il habitait avec sa femme, il venait de déménager. Sa femme était infirmière, faisait des chiffres de nuit. Donc, lui faisait des chiffres de jour. Il s'alternait comme ça. Il venait d'avoir un jeune enfant à la maison. Et là, il s'alternait. Quand lui arrivait à la maison, sa femme partait travailler. Bref, avec les soirées, il était tout le temps occupé, il ne pouvait pas voir d'amis, mais en même temps, il n'y avait pas grand-chose à faire. Fait qu'il a décidé, parce que lui, c'était un grand fan du jeu de rôle Call of Cthulhu, qui est vraiment un des premiers jeux qui a été fait vraiment réellement dans l'univers de H.P. Lovecraft. Et lui, il jouait à ça avec ses amis, mais là, rendu à ce moment-là dans sa vie, il n'avait pas l'occasion de jouer avec des amis. Donc, ce qu'il a trouvé, en fait, comme façon de compenser tout ça, il s'est dit, mais moi, je vais me faire un jeu et je vais l'appeler The Call of Cthulhu Board Game. Je me rends compte que là, j'ai fait une faute d'orthographe, je m'excuse. Puis c'est ça, puis je vais me créer ça, puis pas dans l'intention de le vendre, pas dans l'intention de rien. Lui, il s'est juste dit, je vais faire ça. Et je vais le faire pour pouvoir m'amuser, moi, le soir, quand ma femme est partie travailler, tout ça, ça va me faire quelque chose à faire. Donc, il a tout créé à la main. Dans ce temps-là, pas d'ordinateur. Il a dessiné le board, il a dessiné les cartes, il a dessiné les tokens. Il a tout fait par lui-même. Puis quand il s'est assis, qu'il a joué à son jeu, il a fait « Wow! » Tu sais, c'est pas pour me vanter rien, là. Mais je me suis assis, j'ai joué à mon jeu, puis déjà, comme... avec l'impression que ce jeu-là, il y avait quelque chose de grand. Il y avait quelque chose de vraiment, c'est ça, de plus grand que lui. Il y avait une aventure à conter, il y avait quelque chose à raconter derrière ça. Et là, je vous ai mis les 3 premiers personnages. J'ai pris des photos, en fait. Ça, c'est des photos que j'ai prises un matin dans mon livre de règles parce que sur Internet, c'est impossible de trouver ça. C'est les cartes qu'il avait fait en prototype. Des 3 premiers personnages qu'il avait créés. Donc, Caroline Fern, qui était un mix du nom de sa mère et de sa grand-mère pour faire un hommage à sa mère. Jenny Barnes, qui était un mix de noms de 2 collègues de travail avec qui il travaillait. Donc, c'est ça. Déjà, il était très avant-gardiste. Il incluait beaucoup les femmes dans Arkham Horror. Pour ceux qui l'ont joué, il y a beaucoup de femmes, justement, qui participent au jeu, tout ça. Mais, c'est ça, il a créé ça de son imagination. La gang, le Sheldon Gang qu'il avait, ben, en fait, c'est des histoires que ses parents et ses grands-parents, ils racontaient de quand il était jeune, que dans le temps de la Prohibition, il y avait ce gang-là qui sévissait dans sa ville. Puis là, il racontait des histoires. Fait que lui, il l'a rajouté dans son jeu. Il a créé ça. Et là... dans le fond, lui, à un moment donné, il jouait, puis il a commencé à faire jouer ses amis. Puis ses amis, ils disaient, mais ouais, ton jeu, il est trop bon, ton jeu, il a besoin d'être publié. Mais dans ce temps-là, publier ton jeu dans le temps où il n'y a pas d'ordinateur, où il n'y a rien, publier ton jeu, ça veut dire, tu prends ton petit prototype que tu as passé des centaines d'heures et plus à dessiner, à faire par toi-même, que tu n'as pas d'autres copies, puis tu n'as pas d'autres moyens de te faire de copies à part de recommencer. Tu le mets dans une boîte, tu l'envoies par la poste, tu as des chances de jamais avoir de nouvelles de ce jeu-là. Puis lui, à la base, on se rappelle, il l'avait fait juste pour avoir du plaisir avec son jeu. C'était vraiment pour s'amuser, lui tout seul, avec ses amis. Fait qu'à un moment donné, ils ont réussi à le convaincre, puis il a dit « Ok, c'est correct, je vais l'envoyer mon prototype, puis on va voir qu'est-ce que ça fait. » Puis au moment où il envoie son prototype, son jeu, il n'y a pas de fin. C'est un jeu qui est fait sur un timing de nombre de tours. Et après ça finit, on calcule les points de victoire. Donc, il n'y avait pas encore le principe de fermer tant de portails pour que le jeu se finisse, trouver les Elder Signs, tout ça. Ça n'existait pas dans ce temps-là. Donc là, il prend son jeu, fait à la main, son petit bébé, il le met dans une boîte, puis il l'envoie à la compagnie qui s'appelle... ça sera pas long, la diapo. Ouais, on en a skippé une. Donc, Chaosium Inc. C'est quoi Chaosium Inc? C'est la compagnie, justement, qui avait fait le jeu de rôle Call of Cthulhu. Parce que, dans le fond, cette compagnie-là, c'était une compagnie de jeux de rôle. Arkham Horror, ça a vraiment été une exception pour cette compagnie-là. Ils l'ont publié. Ils l'ont publié avec des graphiques qui n'étaient pas vraiment mieux que ce que lui avait fait en dessinant. Même que certains tokens, il avait gardé les mêmes dessins que lui avait dessinés à main levée. Là. Quand il s'était rendu compte de ça, il avait fait comme « Oh boy! » ça fait un peu pitié, mais OK, tu sais. Il avait mis ça dans une boîte format RPG, justement. Donc, une petite boîte, tout ça. Il n'y avait rien pour vraiment attrayer les gens. En 1987, c'est sorti sur les tablettes. Puis pourtant, c'est un jeu qui a vraiment pogné. C'est Greg Stafford, justement, le président de Chaosium Game Inc., qui l'a rappelé quelques mois plus tard pour dire « Ok, on a joué à ton jeu.
Non seulement on a tripé, mais mes employés de ma compagnie de jeu, ils veulent pas arrêter de jouer. Ils reviennent le lendemain matin au travail, ils ressortent tout de suite le jeu pour continuer leur partie, puis ils n'arrêtent pas d'en parler. Fait que si on revient à la présentation que j'avais fait peut-être il y a 3 semaines sur les critères d'un bon jeu, puis c'est un jeu qu'on veut rejouer tout le temps, qu'on reparle de nos parties, ben en fait Arkham Horror, c'était pas mal ça, déjà en partant avec le prototype. Donc déjà on sait qu'il tenait quelque chose, et là il publie le jeu d'Arkham Horror, tout ça, et il gagne le prix dans le fond du meilleur jeu de science-fiction. Donc, le jeu, il se vend sold out. Toutes les copies qui avaient été imprimées ont été vendues, mais là, la compagnie Chaosium Game Inc. dit, bon, OK, on va en réimprimer. Mais finalement, à partir de 1991, le jeu est out of print et il arrive pas, il réimprime pas le jeu. Il se passe rien. Puis là, ben là, Richard, lui, il continue avec sa vie. T'sais, il a fait son jeu, il est content, lui, il a sa copie, il peut jouer. Mais un jour, il s'assit chez lui, il ressort sa copie, puis il dit... Mettons là que j'avais à le refaire, ce jeu-là. Qu'est-ce que je changerais? Qu'est-ce que j'améliorerais? Puis il a commencé à créer sa copie et il l'a appelé Retour à Arkham, Return to Arkham. Et là, il a créé une deuxième version d'Arkham et il s'en va dans une convention, les conventions Origins aux États-Unis, s'en va là, commence à montrer son prototype, pas vraiment dans l'intention de le vendre, mais plus dans l'intention de montrer, regarde, c'est là que je suis rendue avec Arkham, je suis pas mal fière. Et t'as Kevin Wilson qui commençait à travailler chez Fantasy Flight Games qui dit « Hey, wow, ce jeu-là, c'est malade! » Il s'assied avec lui, il commence à jouer au jeu, puis il fait « Sais-tu quoi? Nous autres, on veut te l'éditer le jeu. » Donc là, ils ont fait vraiment toutes les procédures qu'il fallait avec le président de Fantasy Flight Games, avec le président de la compagnie qui détenait les droits, pour acquérir les droits d'Arkham Horror, et ils ont créé le jeu. Non seulement ils l'ont créé, mais ils ont créé des extensions. Donc vous voyez à l'écran, là, je vous les ai toutes mis, les extensions qui existent d'Arkham Horror. Ça a été un jeu qui a été extensionné là, intensément. Donc ça, c'est sorti en 2004, Arkham Horror, 2e édition, et c'est celle que j'ai à la maison. Y compris la 3, là, mais j'ai celle-là avant, et que j'ai joué d'innombrables parties, puis je peux pas m'en départir parce que le jeu est tellement bon que c'est sûr que je vais y rejouer. Fait que ça pourrait faire partie aussi de mes petits plaisirs coupables. Donc Arkham Horror, 2e édition qui a été publiée en 2005. Et là, vraiment, ils ont tout amélioré, ils ont mis une finalité au jeu, et ils ont rajouté aussi le principe des grands anciens. Donc, qui fait en sorte que, justement, là, les grands anciens, il y en a un à affronter par partie, tout ça. Et aussi, les cartes lieux, parce que ça, il n'y avait pas ça avant, c'était vraiment sur le board. Mais là, ils ont fait des cartes pour tous les lieux, comme ça permettait de l'extensionner si jamais ils voulaient. Donc, il y avait tout prévu, bref, et ils ont fait ça. Et c'est là qu'on se ramasse 31 ans plus tard. Donc, en 2018, si je ne me trompe pas, la 3e édition de Arkham Horror sort sur les tablettes 31 ans plus tard. Fait que ce jeu-là, ça fait 30 ans que ça existe et qu'il y a des gens qui vivent cette expérience-là. Et là, c'est Richard Lonius de Kevin Wilson, donc on reconnaît de Origins Fair, qui avait participé à la 2e édition, qui a participé à la 3e, et une petite nouvelle qui est Nikki Valens. Et bref, ils ont créé une version hyper de luxe, hyper relookée de Arkham Horror, où là, vraiment, ça raconte plus une histoire que même dans la 2e édition. Et ce que Richard Lonius disait, c'est « Dis-moi, ça m'arrive pas que je m'en vais dans des conventions, puis qu'il n'y a pas au moins une personne qui vient me voir puis qui me raconte ces histoires de Arkham Horror. » Des fois, ils arrivent puis ils me décrivent des choses avec tellement de détails, puis c'est des choses qui se sont passées il y a 10 ans. Fait que c'est hyper impressionnant. Et de Arkham Horror, de son idée à lui, de son gameplay, des jeux auxquels il a participé, il y en a 4 autres qui ont sorti et qui ont été réédités pour certains. Donc, Elder Signs qui a créé, qui est un jeu 2D, en fait, c'est Arkham Horror version D. The Mansion of Madness, qui est maintenant un jeu qui est dirigé par une application. Eldritch Horror, qui a été expandu, en fait, au lieu d'être juste dans Arkham, maintenant ça se passe dans le monde entier. T'as le jeu de cartes Arkham Horror, bref, ça le fait des bébés, puis ça, c'est juste les jeux qui sont vraiment attribués à lui, parce qu'on s'entend que depuis qu'Arkham Horror est sorti, les jeux inspirés de H.P. Lovecraft et de ces jeux-là, il y en a sorti une trollée. Bref, comme Death May Die, en fait, qui en fait partie, mais qui n'est pas de cette branche-là.
Puis il disait, à la fin, il finissait son texte comme ça. Là. Je lisais ça, moi j'avais des frissons, là. Je sais pas pour vous à la maison, mais moi en tout cas, ça m'a bien impressionné. Il disait, et ceci est la vraie magie derrière Arkham Horror, créer une expérience si grandiose que les moments héroïques de grands succès ou d'échecs deviennent plus que juste des lancers de dés dans un jeu, mais un souvenir qui reste gravé longtemps. Parce que c'est ça qu'on disait dans les détails d'un jeu, non seulement qui est bon, mais d'un jeu qui est épique. C'est un jeu auquel tu vas passer quasiment plus de temps à parler de ta partie, de ce qui s'est passé, de ce qui vous a fait perdre ou de ce qui vous a fait gagner après le jeu, que tu vas en avoir passé à en jouer. Puis tu vas revenir 2, 3, 4 semaines plus tard, des mois, des années plus tard dans son cas, puis tu vas encore pouvoir dire qu'est-ce qui s'est passé dans tes parties. Donc c'est ça qui décrit un jeu épique. Moi je trouvais que c'était hyper inspirant comme histoire. Donc c'est la première des histoires et là je retourne à Elsa. Non. Ben en fait je retourne à tout le monde en fait. À tout le monde. Bonjour. Rebonjour. Bonjour. Ben, mon Dieu, c'était passionnant ce que tu as nommé. Il y avait plein de passion. Mais c'est intéressant de voir l'évolution. J'ai bien aimé le petit côté historique, de voir d'où le jeu provient. Quand on apprend le petit côté comme ça, il y a comme un petit sentiment d'appartenance qui se crée par rapport au jeu. On s'imagine nous-mêmes vouloir concevoir un jeu pour pouvoir jouer avec seul ou avec sa famille. C'est vraiment le fun. Oui, puis c'est fou, toutes les aventures qu'un jeu peut nous faire traverser à travers le temps, autant nous en tant que joueurs, mais autant comme le créateur du jeu, là, on s'entend. Je pense pas qu'il s'attendait à se rendre là dans sa vie, quand il a commencé à dessiner son petit plateau d'Arkham. Effectivement. C'est ça qui est beau puis impressionnant. Je pense que ça doit être une combinaison de plein de choses. C'est la bonne époque, le bon moment. C'est un bon jeu aussi. Puis comme tu as dit, il répondait aux critères qui feraient en sorte que le jeu a réussi à aller chercher son public cible. Non, vraiment intéressant. Puis même aujourd'hui, tu disais, il y a 10 000 jeux inspirés de Lovecraft. Mais je pense que si tu posais une question à des joueurs de jeux de société, quel est selon vous le jeu Lovecraftien? C'est Arkham Horror qui se retirait le plus souvent. Absolument. C'est la référence. Oui, c'est vraiment la référence, puis c'est grandiose comme jeu. En tout cas, c'est sûr que moi, je suis un peu biaisée, là, ça fait partie de mes jeux préférés, tu sais. Puis c'est un jeu qui va être toujours spécial pour moi, peu importe combien de jeux je peux acquérir dans ma collection, mais c'est grandiose comme jeu. L'expérience, c'est ça. Ouais, c'est un des premiers jeux coop que j'ai joué. Ah oui? Arkham Horror 2e édition, puis tu vois, c'est le genre de jeu qui m'a donné la piqûre un peu pour le coop, puis qui m'a poussé à en connaître plus sur les jeux coopératifs après. Ouais. Intéressant. Tu as essayé ce jeu-là à cause de l'aspect coop ou à cause de l'aspect horreur, Lovecraft? Ben, en fait, j'étais allé visiter un ami, puis c'est le jeu qu'il nous a présenté puis qu'il nous a montré. À cette époque-là, je connaissais pas de jeu, fait que c'est d'autres personnes qui me les montraient. Mais ça avait vraiment tombé dans mes cordes. Mais je connaissais pas tant l'univers, mais c'est vraiment plus le côté coop qui est resté après ça. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant. Quoi de mieux comme jeu coop que d'essayer de survivre à plein de monstres? Effectivement. De perdre tout le monde ensemble. Plus souvent qu'autrement. Ouais, effectivement. Assez, oui, tu perds plusieurs fois. Ben oui, mais de mon côté, j'ai enchaîné un peu avec le concept de nostalgie qu'on a commencé à aborder. Puis là, je vais vous faire un partage d'écran encore, toujours. J'y arrive. Et voilà. Est-ce que ça fonctionne? Pratiquement. Je suis en train de se connecter. Oh, ça fonctionne. Et voilà, je te transfère. Il y a toujours un petit délai. Et voilà, donc, c'est ça. Ça, c'était la petite pub que j'ai faite. Il te manque une petite musique. Ben oui, hein? Oui! Ça aurait été parfait. En plus, j'aurais pu sortir un de mes CD de l'OVM. Hey, là, on aurait eu des problèmes de droit d'auteur, par exemple. Pas sûr, c'est une bonne idée. Ah, d'accord. Bon, d'accord. Ouais, mais même si on le cite, non, ça marche pas. Et voilà, ben, en fait, je ne peux parler de nostalgie sans parler de Freud. Parce que tout ce qui était associé au passé, ben, concerne Freud.
Non, dans le fond, j'ai abordé Freud très, très rapidement, en fait, parce que c'est un des premiers dans le domaine de la psychologie à avoir abordé le concept de nostalgie. C'est vraiment intéressant, parce que si on part... Freud abordait le concept de nostalgie comme une aspiration intense issue de satisfaction du passé auquel le sujet n'a pas pu totalement renoncer. Fait qu'ici, j'ai enlevé toute la partie concernant la sexualité parce qu'évidemment, Freud était profondément associé à la sexualité puis la perte du membre sexuel, etc. On n'embarquera pas là-dedans ce soir. Mais tout ça pour dire que dans le fond, le lien entre la nostalgie, le sentiment de perte de quelque chose et un peu l'association avec la psychologie remonte à les débuts même de la psychologie. Puis dès le départ, ça a été vraiment associé à j'ai vécu quelque chose de satisfaisant dans le passé, puis aujourd'hui, j'en ressens une certaine souffrance parce que j'arrive pas à y renoncer. Donc au début, ça avait une intonation très souffrante, très douloureuse, le terme de nostalgie. Puis vous allez voir qu'à travers le temps, ça s'est un peu plus diversifié. Donc aujourd'hui, quand on parle de nostalgie, on parle plus nécessairement genre d'une souffrance, d'un regret du passé, puis d'une perte, comme un deuil, comme on a déjà abordé, mais on parle vraiment plus d'un cheminement, un rythme de continuité. Donc, bye-bye Freud. Donc, le terme aussi voulait dire un sentiment particulier qui va se caractériser justement par le regret de quelque chose. Ce quelque chose-là, ici, on parle de jeu, mais ça peut être aussi des personnes associées au jeu. On n'en a pas tant parlé. Je pense que David en a parlé un petit peu, mais tu sais, quand on joue, que ce soit les jeux de société, les jeux vidéo, il y a aussi, dans le concept de jeu, il y a le plaisir, mais il y a aussi l'ambiance dans laquelle on va jouer. Il y a le lieu. Le souvenir de « Ah, je jouais quand j'étais jeune dans mon sous-sol le soir » ou j'étais dans ma salle à manger avec ma famille puis mes amis. Il y a aussi l'association à des souvenirs agréables, des souvenirs, des émotions agréables et positives, généralement, qui vont être associés au jeu. On parlait des jeux vidéo, la fameuse musique, qui va nous mettre dans une ambiance immersive, qui va faire en sorte que ça va créer un souvenir positif et que ce souvenir-là va être un moment agréable, qu'on va être satisfait et c'est ça qui va nous marquer. Donc, nostalgie, nostos, qui veut dire le mal du pays, algos, la souffrance. Donc, je le mets un peu sur c'est associé à quelque chose de très péjoratif. Au début, le terme même de nostalgie est associé, en fait, à la souffrance associée au mal du pays. Donc, il y a comme un contexte ici de mouvement. Le mal du pays, c'est quand on quitte une situation confortable, un sentiment d'appartenance vers quelque chose de différent. Bon, petit résumé, les traces laissées par les expériences de satisfaction passée. Puis, peut-être même avant de continuer, parce que j'essaie d'y aller de manière un peu plus interactive, pour vous, justement, c'est quoi les choses qui vont rendre un souvenir agréable? Si vous repensez un peu au passé, c'est quoi les éléments, autres que le jeu en tant que tel, qui rendaient l'ambiance agréable puis qui a fait en sorte que c'est devenu un moment nostalgique pour vous? Prenez un petit moment pour penser à ces moments-là de nostalgie, les expériences passées que vous avez vécues qui étaient super positives. Essayez d'en retenir une dans votre tête. Puis c'était quoi les éléments qui ont fait en sorte que pour vous, c'était un souvenir positif? Puis là, je lance la question à tous, mais surtout à Sophie et David, que je ne vois pas en ce moment. Je ne vois pas vos réactions, mais je vous regarde. Mon Dieu. Ben, des moments avec la famille, de mon côté, là, tu sais, ce qui me rend nostalgique, tu sais, quand on était jeunes, moi, je viens d'une grosse famille, puis une famille unie, tu sais, puis j'habitais à Sept-Îles, donc ma famille était de Montréal, donc on descendait à Montréal une à deux fois par année, tu sais, pour aller rendre visite, surtout pendant le temps des fêtes, et là, toute la famille au complet se réunissait, tu sais, chez mes grands-parents, tout ça, et là, des gros soupers de Noël, tout ça, des beaux moments avec des gens qu'on aime. Puis c'est ça, dans la vie, ben, la vie à un moment donné continue. Puis avec les grands-parents qui sont plus là, ben, c'est ça, c'est des moments qui arrivent moins souvent. Fait que c'est ça, c'est des moments comme ça qui me rendent nostalgique. Oui, la famille, effectivement, le bon entourage. Mm-hmm. Et toi, David? Toi, David, de ton côté.
J'en ai parlé un peu tantôt. Autant jouer à des jeux vidéo rétro ou écouter de la musique de jeux vidéo, moi, ça me ramène à une époque où j'étais évidemment plus jeune, mais c'est aussi une époque où j'étais pas malade, une époque où j'étais en santé. Je vis beaucoup de problèmes de santé depuis des années. Mais on dirait que ça me ramène à une époque où j'avais plus ce stress-là, où c'était plus facile, ou je sais pas. C'est vraiment un lien émotif, comme tu dis, qui nous ramène à une autre époque, peut-être où c'était moins stressant, où on avait moins de responsabilités. Effectivement. Je parlais un peu tout à l'heure du sentiment de perte, dans ce sens qu'on a perdu quelque chose du passé. Par contre, la perte peut être positive ou négative. Des fois, on perd quelque chose auquel on tenait, ce qui mène un peu plus dans le concept de deuil. Puis parfois, on perd quelque chose de positif, de négatif, qui nous amène à faire un changement. Mais non, c'est intéressant, effectivement, de dire que dans l'autre fois, il y avait comme un état, cette liberté-là, d'avoir moins de responsabilités, moins de pression, moins de stress aussi. Puis parfois, de retourner dans le passé, quand nos besoins étaient satisfaits, c'est quand, dans le fond, il n'y avait rien qui nous dérangeait. On était un peu dans cette naïveté-là de notre jeunesse. Puis parfois, à travers le jeu, justement, c'est un médium pour retourner temporairement dans cet état-là. C'est super intéressant. Donc, la famille, de retourner... Je pense que les joueurs de jeux, les joueurs de jeux de société ou les joueurs de jeux vidéo, je pense qu'on a tout le temps gardé un peu notre cœur d'enfant aussi. C'est vrai, ça, effectivement. C'est intéressant parce que, peut-être Sophie peut en parler, je ne suis pas certaine, mais dans la réédition de jeux, ce que je disais à propos de ça, c'est que, justement, ils vont beaucoup jouer là-dessus aussi, dans ce sens que c'est la transmission intergénérationnelle. Un moment donné, le jeu de clous, le jeu que moi je jouais quand j'étais jeune, c'est pas le même que sûrement que des jeunes d'aujourd'hui de 10 ans, 12 ans joueraient. C'est le même jeu, mais c'est pas le même en même temps. Mais il y a quand même une association qui peut se faire entre les générations. Fait qu'il y a comme la transmission intergénérationnelle. Puis en faisant cette connexion-là, je pourrais aujourd'hui jouer avec un jeune de 10 ans, puis je pourrais retomber dans cet état-là d'enfance avec un jeu similaire. Enfin, avec le même jeu, mais adapté au temps moderne. Ouais. Ça nous permet de rester enfant dans notre cœur. Ben oui. Oui, puis c'est, dans le hobby, mettons, des jeux de société, souvent, on rencontre des joueurs, on partage une partie ensemble, on joue ensemble, mais on se fout de l'âge des autres personnes autour de nous autres. Tu peux jouer avec quelqu'un qui a 20 ans, quelqu'un qui en a 50, puis ça te dérange pas. On a toute cette passion-là en commun, puis ça nous unit, puis je trouve que c'est vraiment le fun. Effectivement. C'est une des choses que j'ai adoré, que j'adore des jeux plus des jeux de société, que je retrouve ça que dans les jeux vidéo. Mais, il y a Nicolas qui vient d'écrire que lui, c'est le D&D. Donc, jouer, exemple, à Donjon Dragon. Puis, je dois avouer, moi aussi, de mon côté, Donjon Dragon, c'est un des jeux où est-ce que j'ai joué avec des jeunes. Mon Dieu. La première fois que j'ai joué, en fait, j'ai joué avec 2 jeunes qui avaient 10 puis 12 ans. Puis, j'ai joué aussi avec du monde qui avait 40 ans. Puis, il n'y a comme pas d'âge. C'est juste le plaisir puis de se rassembler autour d'un souvenir commun. Je vais continuer. Je ne vois pas vos réactions, mais je pense que je vais continuer. Donc, en fait, oui, c'est ça. Donc, la famille, tout ce qui est l'aspect de pouvoir avoir du plaisir, la naïveté. On parlait tout à l'heure de la musique. Des fois aussi, c'est les émotions qu'on sentait à ce moment-là. Tu sais, la notion de plaisir. Il y a certaines personnes, sans dramatiser un peu les choses, mais il y a certaines personnes qui, dans leur travail en général, n'ont pas tant de plaisir, ont un travail très strict, organisationnel, mais ils vont aller retourner justement dans l'enfance à travers le jeu, en retournant dans cette nostalgie-là, se créer un environnement confortable. Et oui, des beaux souvenirs entre amis, ça rend nostalgique. Je continue dans ma lignée de conceptualisation de la nostalgie. Donc, la nostalgie, on va, à travers le temps, la notion a évolué. Puis maintenant, on parle d'un état où se mêlent des aspects cognitifs et affectifs. Fait qu'il y a un aspect qui est vraiment associé cognitivement, la mémorisation, l'intégration des souvenirs, et des aspects émotionnels, évidemment. C'est une belle combinaison entre les deux. Je parlais le plan cognitif, c'est justement la mémoire d'un passé
Et ici, c'est important, un passé révolu et vécu comme tel. Parce qu'il y a une différence entre être pris dans son passé, puis pas être capable de faire le deuil d'une situation, donc pas capable de passer à autre chose, qu'on va voir, et la capacité de différencier ce qui est la nostalgie, en fait, de dire, ben j'ai vécu ça dans le passé, c'est terminé, je ne vais pas revivre la même situation, mais je suis capable de retrouver les mêmes émotions à travers une situation similaire. Donc, on parle d'un espace justement psychologique impossible à retrouver par rapport à l'objet perdu. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on ne peut pas retourner quand on avait 12 ans puis qu'on était insouciant, mais on peut essayer de reproduire une situation similaire pour revivre des émotions similaires. Donc, ça, c'est l'aspect qui est cognitif. Puis, on a l'aspect affectif, qui est un sentiment vécu de façon douloureuse. On garde la notion douloureuse ici. Donc, l'aspect qu'il y a toujours une petite souffrance quand on pense au passé parce qu'il y a le concept de temps qui passe, il y a le concept de deuil, il y a le concept de changement, d'évolution. Et il y a la notion de perte qui se rattache à la nostalgie. J'ai perdu quelque chose. Qu'est-ce que j'ai perdu? Bien, j'ai perdu ce moment-là agréable. Donc, au départ, quand on pense à la nostalgie, on pense toujours à un petit sentiment, une petite souffrance, un petit... Mais, une fois qu'on passe au travers de ce sentiment-là de perte, on est capable d'avancer vers la satisfaction de se rappeler. Si je suis capable de me remémorer ce souvenir-là, puis de l'intérioriser, puis je suis capable, des fois, juste ça, c'est suffisant. Juste se souvenir, c'est suffisant. Puis parfois, ça me permet de me donner de l'énergie pour essayer de reproduire un souvenir. Donc, dans la nostalgie en tant que telle, c'est pour ça que le concept de réédition est intéressant. Puis, je vais en parler un peu plus tout à l'heure en lien avec la suite avec Sophie. Mais on parle d'une absence de la représentation de l'objet. Ça veut dire que le souvenir en tant que tel, l'objet ici, ça peut être le jeu de société, ça peut être l'environnement de jeu de société en tant que tel, et va pas se représenter, va pas revenir. Et le fait que ce souvenir-là est loin, puis qu'il est associé à une perte, souvent, il va y avoir une idéalisation qui va s'associer à ça. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de vous souvenir, dans votre tête, vous avez fait une association, un beau souvenir d'un film, d'un jeu auquel vous avez joué, même d'une école ou d'un endroit où vous avez été, ça paraissait grandiose, c'était beau. Puis là, il faut y retourner dans la vie d'aujourd'hui, puis vous vous rendez compte que c'était comment vous voulez imaginer. Pourquoi? Parce qu'on intériorise ce souvenir, on y associe des émotions positives, mais la représentation même de l'objet n'est plus présente. Il reste juste les émotions associées à ça. Donc, on va avoir cette tendance-là à idéaliser les choses les choses qui nous ont engendré une satisfaction dans le passé. Puis, si on revit les choses aujourd'hui, ça se peut que les choses soient vécues différemment. Je pense que le meilleur exemple, c'est dans les films. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, j'avais écouté un film, ça s'appelle « Au-delà de nos rêves » avec Robin Williams. Très bon film. Par contre, dans mon enfance, j'avais hyper idéalisé ce jeu-là. Là. J'étais en amour avec le film. C'était le film chef-d'œuvre. Je l'ai réécouté récemment, puis c'est bien, mais tu sais, pas tant que ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir idéalisé justement un souvenir, un moment associé au passé, puis d'aujourd'hui le voir un peu différemment? Je vais faire ça ici. Ah! Oups. Sais-tu que je change l'écran? T'es-tu correct? C'est correct, je vais juste vous voir, vous. Fait que je vous lance la question. Oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Que ce soit dans les jeux vidéo, jeux de société? D'essayer quelque chose puis se dire c'était meilleur dans mon souvenir, ça aurait dû rester comme ça. Exactement. Je pense que la dernière fois, j'ai joué à Destin. J'avais des bons souvenirs, tu sais, d'enfance de ce jeu-là. Puis j'avais beaucoup joué, tu sais, quand j'étais petite. Puis quand j'ai ressorti Destin, j'ai fait comme, ouais, non, ça aurait... Ou Cranium, ça m'a fait la même chose aussi. Ça, c'était mon jeu de party familial, là, vraiment de prédilection. Puis quand je l'ai ressorti, j'ai fait comme, ouais, non, j'aurais dû garder mes bons souvenirs d'enfance parce que c'est vraiment pas si bon que ça, finalement. Effectivement. Puis c'est ça qui est intéressant parce que
exemple, dans la réédition de jeu, il y a toujours cette confrontation-là à dire il faut faire évoluer un peu le jeu parce que sinon, ça peut vraiment amener à comment je pourrais dire ça? Une désillusion par rapport au jeu. Puis ça fait en sorte que les gens vont juste faire comme, voyons, finalement, c'était pas bon, puis ils vont passer à autre chose. Oui. C'est comme... mais ça m'est arrivé plus récemment aussi, quand j'ai commencé dans les jeux, un des premiers jeux complexes que je me suis acheté, puis c'est parce que nous, moi et mon chum, on aime beaucoup ça, les RPG. T'sais, on est des joueurs. Moi, j'ai joué à Morrowind, Oblivion, Skyrim, Dragon Age, tout ça, intensément. Puis le premier jeu que j'ai entendu parler, il y a peut-être, je sais pas, 4-5 ans, de ce style-là, c'était Mage Knight. Fait que j'ai acheté ça, puis ça a vraiment été notre premier gros jeu qu'on a joué. Fait que là, quand on a commencé à jouer à ça, c'était spécial, tu sais, parce qu'on n'avait pas comme ça, tu sais, on avait Pandémie, on avait Small World, ça ressemblait pas à rien qu'on avait, tu sais, on était comme, wow, ce jeu-là, tu sais, vraiment, il est super spécial. Puis l'année passée, je voulais montrer ça à mes amis, parce que moi, j'étais juste restée, tu sais, parce qu'après ça, on l'a un peu lâché, puis on est parti vers d'autres choses, tu sais. Puis là, j'ai ressorti avec mes amis, j'étais comme, ce jeu-là, tu sais, est vraiment spécial, il y a quelque chose, faut que vous essayiez ça. Puis avec toi aussi, d'ailleurs, Elsa, ça a été dans la même année, je l'ai sorti avec toi, ton chum, puis un autre couple d'amis. Puis les deux expériences ont été atroces. Je me suis rendu compte que finalement, tu sais, oui, c'était un bon jeu pour l'époque, tu sais. Puis c'est un bon jeu, Mage Knight, mais tu sais, c'est un jeu il y a des jeux comme ça, tu sais, qui sont peut-être trop compliqués pour ce que ça devrait être comme jeu. Puis je pense que Mage Knight en fait peut-être partie. Fait que bref, maintenant, c'est plus un jeu que je ressors aussi souvent, mais ça a vraiment été deux expériences qui ont gâché, je pense, à tout jamais mon expérience de Mage Knight, parce que les deux, ça a été totalement atroce, totalement pas une belle expérience de jeu. Puis, justement, j'ai une copie de Mage Knight à vendre. Oui, j'ai un exemple un peu différent. C'est pas un souvenir d'un jeu que je me souvenais qui était peut-être meilleur, mais le premier jeu que j'ai backé sur Kickstarter, moi, c'était un jeu que j'ai backé pour la nostalgie. C'était le jeu de société de Ghostbusters. Oh. Donc, évidemment, Ghostbusters, c'était comme dans mes héros d'enfance. Donc, quand j'ai vu qu'il faisait un jeu de société là-dessus, il le décrivait comme un zombicide, mais dans une thématique Ghostbusters. Puis, tu sais, je venais de découvrir Zombicide à l'époque. C'était un jeu qu'on aimait quand même bien jouer entre amis. Fait qu'on était comme, mais là, Zombicide avec Ghostbusters, ça peut pas être mauvais. Fait qu'on avait backé ça all-in. C'était la première fois que je backais un jeu. Puis je l'ai reçu, puis on a joué, puis on a été tellement déçus, là. C'était tellement aléatoire, les fantômes font n'importe quoi, c'est comme des dés qui gèrent comment ils se déplacent, fait que ça a juste pas rapport, puis en tout cas, on a vraiment été déçus. Le matériel est super beau, mais les règles étaient très ordinaires, puis ça a fait que j'ai eu moins le goût de backer des jeux après sur Kickstarter à cause de ça, parce que je me suis fait avoir par ma nostalgie. Ah ah! Fait que là, t'as développé de la méfiance envers la nostalgie. Voilà. Mais c'est intéressant, j'ai une expérience similaire. Je tripe sur Sherlock Holmes, puis j'avais acheté justement des jeux à thématique Sherlock Holmes, puis qui étaient supposés être dans la même thématique, avec un concept un peu mystère, puis de jeux de déduction. Puis non, effectivement, j'ai été vraiment déçue, puis je me suis fait avoir. Pas du nostalgie. Bon, je vais retourner à mon partage, ça sera pas long. D'accord, je vais repartager ton partage. Juste attendre que ça partage. Oh! OK, et voilà. Donc, on va switcher ici. Oui, bon. Dans le même contexte, en fait. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que la nostalgie va référer à des contenus diffus, puis pas nécessairement à des événements où... comment je pourrais dire ça? Ici, on parle de circonstances permettant ces événements-là. Dans le fond, quand on parle de contenu diffus, c'est que faut garder en tête que la nostalgie, puis c'est ça ici un peu le truc tricky, c'est que la nostalgie est associée à la mémorisation. La mémorisation et l'intégration d'un passé. Ce qui fait en sorte que c'est très rare que
on a une mémoire, à moins que vous avez une mémoire photographique puis très, très bonne, c'est rare qu'on va se souvenir de toutes les réelles circonstances, toutes les réelles situations, les contextes, les choses présentes dans un souvenir. Donc, on a cette tendance à soit se souvenir des choses négatives, puis on rentre dans les ruminations, le regret, ou de se souvenir des choses positives qu'on va idéaliser. Donc, la nostalgie, il faut comprendre que c'est quand même basé sur une image assez floue d'un souvenir du passé qui nous apparaissait comme positif et qui semblait répondre à nos besoins à ce moment-là. Pourquoi je parle de ça ici? C'est parce que la nostalgie est beaucoup utilisée dans la commercialisation des jeux de société, puis dans le marketing. C'est important vraiment de prendre ça en considération, que oui, on va... Je pense que le meilleur exemple, c'est l'exemple que David vient tout juste de dire avec Ghostbusters, mais c'est que oui, il y a une association comme positive associée à quelque chose. Par contre, ce qu'on aimait, exemple de Sherlock Holmes ou autre, c'est ou exemple qu'on a joué un jeu dans le passé puis qu'on veut rejouer à ce jeu-là dans la circonstance, on était jeunes. C'est vraiment un contenu diffus. Il y a certaines choses qui nous ont apporté du bien-être et c'est ces choses-là qu'il faut essayer de reproduire et non le contexte en particulier. Donc, si ce qui nous a amené du plaisir dans la nostalgie, c'était de jouer avec des amis, le fait de rejouer avec des amis va nous apporter plus de plaisir que de reproduire la situation qu'on a vécue dans le passé. Et voilà. Donc, la nostalgie, ici, que je parlais tout à l'heure, va être associée à deux formes de réalité psychologique qu'on appelle. Soit que quand on est dans la nostalgie, on va être dans un état dépressif à caractère mélancolique, où le retour à une façon de vivre antérieure est central. Ça, c'est associé un peu plus justement au deuil non terminé, donc au regret, à être figé dans le passé. C'est certaines personnes, puis malheureusement, on peut quand même l'observer chez certaines personnes qui n'ont pas progressé à travers le temps et qui vont rester dans le passé. Bien sûr, leur mentalité, ils ont grandi, ils ont vieilli, mais vont rester comme dans cette bulle-là associée au passé. On parle d'un état dépressif parce qu'on parle d'un état passif où il n'y a comme pas eu... On parle souvent du concept de fermer la porte et de passer à autre chose. C'est comme si cette porte-là ne se ferme pas. Et ils vont rester dans cette image-là idéalisée de l'enfance, du passé, cette insouciance-là, cette naïveté, le manque de responsabilité. Puis ils ne sont pas capables de passer à autre chose et de renoncer justement à l'objet perdu, qui peut être l'enfance, par exemple, qui peut être l'insouciance, qui peut être le fait que quand on est ado, on peut passer 10 heures par jour à jouer aux jeux vidéo, c'est correct, mais quand on est adulte et qu'on a un travail, on ne peut plus faire ça. On peut pas? Théoriquement. Théoriquement, j'ai dit, tu as le droit, Sophie. Donc ici, c'est le côté un peu négatif de la nostalgie, c'est qu'on peut facilement se perdre dans ce concept-là. Mais bien sûr, l'autre côté, c'est le côté plus positif. C'est quand, dans le fond, on arrive à comprendre que la nostalgie, c'est une image diffuse, que c'est pas représentatif de la réalité, puis que c'est associé au passé, mais qu'on arrive à garder les émotions positives associées à ça et qu'on arrive à progresser, puis à continuer, puis à essayer de reproduire ça, mais différemment. Donc, le concept de nostalgie n'est pas associé à être figé dans le passé, mais vraiment associé à un mouvement de continuité, puis qui se met une transmission intergénérationnelle, comme on a nommé tout à l'heure, parce que le concept de nostalgie est très présent dans notre culture. C'est ça qui est représenté notamment à travers les traditions familiales, à travers les normes culturelles, à travers nos pratiques vestimentaires, à travers la mode vestimentaire, à travers plein de choses, les jeux en général, parce qu'effectivement, s'il n'y avait pas la nostalgie, il n'y aurait pas cette transmission-là intergénérationnelle, il n'y aurait rien à transmettre à nos enfants puis au futur. Donc, quand on arrive à passer à travers tout le cycle de nostalgie, on en ressort très grand de ça. Puis justement, ce qu'on partage, c'est autant les habitudes familiales, culturelles, que des souvenirs sensoriels. Puis c'est à travers ça aussi qu'on apprend, qu'on évolue, comme j'ai nommé. Souvenirs sensoriels, bien, c'est autant réécouter de la vieille musique, autant le souvenir de manger quelque chose qu'on aimait. C'est vraiment ça qui nous fait voyager du passé au futur, puis qu'on peut transmettre par la suite.
Donc, c'est ça ma petite présentation. Je pense que j'ai bien présenté. Oh, j'ai pas fini. Très bonne. Excuse-moi. Ah, c'est pas fini. J'ai pas T'es fini. encore très bonne. Mon Dieu, j'en ai. Ben ouais, voyons. Bon, c'est juste, ça, c'était juste pour résumer, mais bon, une nostalgie, c'est ce qui a été, c'est ça, un souvenir heureux, positif, un sentiment parfois de regret du passé, un sentiment de besoin de perte, une distance physique, ça c'est très important. Si on est trop ancré dans la nostalgie, on fige. Associer un manque, un plan affectif, souvenir en lien avec l'enfance, mais la capacité à faire le mouvement de recul dans le passé, de se servir de cette compréhension-là de notre passé pour passer au futur. Puis, les nostalgies souvent associées à des interrelations avec d'autres personnes. Bon, ça, je vais passer, je ne vais pas me répéter. Et voilà, bon. Bref, plusieurs informations sur la définition de la nostalgie viennent de cet article super intéressant. C'était super intéressant. Et voilà, c'est fini. Cool, je repars à nous trois de bord. Et voilà. Tiens, j'arrête de partager. Yeah! Cool. Je vous ai posé des questions au fur et à mesure, mais c'est sûr que c'est un concept. J'amenais l'aspect un peu plus théorique ici, mais au final, la nostalgie, on le vit tous. L'important, un peu comme toute autre forme de concept, c'est d'arriver à être capable de visiter le passé sans rester coincé dans le passé, puis être capable de passer à autre chose vers le futur. Là, la plus grande nostalgie en ce moment, c'est les soirées de jeu entre amis. Ah oui! Des souvenirs de l'époque. Mais c'est possible. On était jeunes et naïfs. Moi et Elsa, on vous a fait une vidéo, écoutez, digne d'un Oscar. Vous irez voir ça. Non, je trouve qu'on était très talentueuse. Très, très talentueuse. Puis, t'as mis les bloopers à la fin. Fait que c'est ça. Je sais pas si toi, David, tu voulais revenir. Ben, pour moi, la nostalgie, ça va toujours rester le côté positif. Comme je dis, la musique de jeux vidéo, je l'écoute parce que ça me rappelle des souvenirs émotifs, positifs, puis c'est quelque chose que j'aime ramener dans ma vie. Fait que pour moi, c'est vraiment cette définition-là de la nostalgie que je retiens pour moi de ce que j'applique. Ouais. Ben, la nostalgie, je pense que c'est vraiment, comme tu le disais, dans toutes les sphères de notre vie. Moi, ce qui peut me rendre nostalgique dans les bons jeux de société, dans les jeux de société, en fait, c'est justement d'avoir ce bon jeu-là que tu peux pas sortir souvent, tu sais. Fait que là, souvent, tu sais, moi, je suis assise, mettons, puis là, je regarde ma collection de jeux. Ouais, c'est une activité que je fais, c'est dans ma cuisine, là, fait que je déjeune en regardant mes jeux. Mais tu sais, je vois une boîte de jeux, puis je deviens nostalgique du moment où je la jouais, tu sais, que je jouais à ce jeu-là, puis j'ai envie d'y rejouer, tu sais, puis il y en a un, fait que là, je fais un lien, tu sais, a wink, avec de quoi je vais parler. C'est ça, il y en a un que ça me fait souvent ça parce que c'est un jeu que je peux pas sortir tout le temps. Je peux pas le sortir tout le temps parce que non seulement le player count fait en sorte que, ça prend minimalement une troisième personne, mais bon, ce jeu-là, vraiment, c'est plus à 4 ou 6 que ça va vraiment briller. C'est un jeu qui va demander un investissement de temps assez important, là, d'une journée entière, probablement. Puis c'est un jeu qui c'est ça, je fais juste regarder la boîte, je deviens nostalgique, là, parce que ce jeu-là me fait vivre tellement de bons moments, tu sais, que je regarde la boîte de jeu, je tombe dans l'aventure du jeu, tu sais, déjà dans l'immersion, là, puis je planifie dans ma tête, tu sais, les prochaines parties, puis tout ça. Puis vraiment, tu sais, je pourrais ouvrir la boîte puis regarder les différentes races, là, je vous donne un indice, puis c'est ça, puis tu sais, juste passer mon temps à lire en arrière la petite histoire, parce que il y a de l'amour qui est mis dans ce jeu-là, puis bref, c'est un bon jeu, puis j'en parle tout le temps, fait que là, je vais vous en parler plus en détail, parce que c'est la seconde histoire de création de jeu que je veux vous parler dans ma présentation, et c'est un jeu qui a sauvé la compagnie au complet. En fait, la compagnie ne serait pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui sans ce jeu-là, et je parle, et là, je vais transférer subtilement vers ma présentation, je parle de Twilight Imperium. Donc, Twilight Imperium, c'est le jeu qui a non seulement sauvé, mais fondé Fantasy Flight Games. Donc, Fantasy Flight Games, c'est une compagnie qui appartenait, qui a été... Oh, j'ai skippé une partie, là. J'ai skippé plusieurs parties.
Je reviens. OK. C'est une compagnie qui a été créée par Christian Petersen. Puis en fait, au début, c'était une compagnie de comics européens. Donc, qui vendait des BD aux États-Unis européennes et que ça pognait pas, ça marchait pas. Ça ne fonctionnait pas bien son affaire. Puis lui, dans le backstore de sa compagnie, il avait commencé à faire un jeu. Puis il s'était dit, moi, je voudrais faire un opéra interstellaire, quelque chose d'épique, quelque chose que les gens, vraiment, tu sais, une aventure que les gens ne pourront pas vivre autrement, tu sais, puis c'est ça, je voudrais, puis il avait pensé au principe de faire des hexagones, ça n'existait pas dans ce temps-là, il était fier de son principe, faire la map, tout ça, vous la voyez un peu dans l'écran ici, et c'est ça, donc il a créé la première version de Twilight Imperium, et Twilight Imperium, la première version, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui, donc ça a été publié en 1997, et ça a été fait entièrement à la main. Donc, les vaisseaux spatials, c'est les petits carrés que vous voyez là. Ça a été... c'était ça, il n'y avait pas de plastique, rien. Et ce que je trouvais très drôle, c'est que lui, Twilight Imperium, je vais en revenir, là, mais lui, ça a été à l'Origins Game Fair que ça a été publicisé, un peu comme Arkham Horror. Mais avant, il a été au Gen Con en 1997. Et là, il y a quelqu'un qui présentait un jeu qui était révolutionnaire, qui avait les mêmes hexagones que lui, puis ça l'avait vraiment, là, il avait fait comme « Oh shit », tu sais, quelqu'un a la même idée que moi, tabarnouche, puis c'était Catan. Donc, je trouvais ça drôle quand il racontait ça. Mais bref, fait que c'est ça. Fait qu'il a créé Twilight Imperium. Il est arrivé à l'Origins Game Fair avec son jeu version papier, son jeu découpé à la main. Il est arrivé, il a mis ça sur la table. Puis, quand ils sont arrivés à Gen Con, il y avait leur petit stand comme tout le monde, mais ils ont dit « Mais non, c'est pas là qu'il faut qu'on se place. Il faut qu'on se place à quelque part où les gens passent. » Donc, ils ont hijacké un corridor de la place où ils faisaient la présentation. Ils ont installé des tables là en cachette. Ils ont installé le jeu. Et les gens, ils ont joué toute la fin de semaine. Les gens revenaient pour jouer. Et là, ça l'a créé, justement, Twilight Imperium. Il y avait à peu près une 60aine de copies à ce moment-là. Ils ont toutes été vendus. Et il a vendu au-dessus de 1500 copies du jeu. Sauf qu'il faut comprendre qu'à ce moment-là, lui, il est tout seul dans sa compagnie. Il n'y a pas de budget. Il n'y a tellement pas de budget, OK, qu'il n'y a pas assez de budget pour faire comme puncher les cartes puis les jetons de jeu. Donc, lui, il a fait ça tout seul. Les 1500 copies, c'est presque impensable. Il a pré-découpé 1500 copies à lui tout seul dans un petit entrepôt qu'il avait loué, qui après ça a été agrandi pour devenir Fantasy Flight comme il est aujourd'hui. Puis il s'est tellement donné, écoutez, là, qu'il a développé une pneumonie à cause de la poussière de carton à force de découper son jeu. OK? Ça, si c'est pas de Ça, c'est de la dévotion. Oui, c'est ça. C'est pas de la dévotion, là. Fait que, c'est ça, ils croyaient tellement, là, 1500 copies faites à la main. Ils ont lancé Twilight Imperium, puis c'est ça. Et là, ben, des années plus tard, en 2000, donc 3 ans plus tard, ils ont décidé de refaire Twilight Imperium. Et là, ils ont dit, il faut qu'on fasse, tu sais, une version plus massive du jeu, tu sais, quelque chose de... T'sais, maintenant, on a un peu plus de budget, on a vendu le premier jeu, tu sais. Et là, il a fait intervenir Scott et Brian Schomburg, qui sont les deux qui ont fait l'illustration, là, donc le légendaire lion, tout ça. Donc, la boîte que vous voyez à l'écran, qui est celle qu'on commence à reconnaître un peu plus les graphiques de Twilight Imperium. Donc, eux se sont joints à l'équipe. Et là, vous voyez dans le bas, là, oui, c'était des figurines, là, mais pas les figurines comme on connaît aujourd'hui. C'était des figurines préassemblées sur des racks qu'il fallait dépuncher, toi, là, les figurines, là, tu comprends, là? Puis il dit, ça coûtait moins cher de le faire au gros. Il dit, j'en ai fait faire tellement, tu sais, que je poussais les gens. J'étais comme, hey, vous en voulez-tu plus? Parce que là, je peux vous en donner plus si vous voulez. Ou je peux, tu sais, si vous avez besoin de remplacement, j'en ai, tu sais. Puis je pense qu'il y en a encore des tonnes, là, quelque part dans le fin fond de Fantasy Flight, là, parce qu'il y en avait justement trop commandé. Fait que la deuxième édition en l'an 2000. Et là, en 2004, on a connu Twilight Imperium, la 3e édition, qui a été, je pense, l'édition la plus connue. Il y a eu des extensions qui ont été faites, c'est celle qui a été le plus jouée. Elle a tellement été jouée que, en fait, là, moi, quand j'ai commencé dans le hobby, là, à me promener, à aller au Randolph, tout ça, autour de 2015-2016, il y avait déjà
il y avait encore des gens qui jouaient à Twilight Imperium, puis je me souviens, j'avais été au Randolph à un moment donné avec mon chum, puis il y avait des gens autour de la table de billard, ils ont passé la journée là, installés sur une game de Twilight Imperium, ça avait l'air tellement intense comme jeu, je regardais ça, j'étais comme entre le maudit qu'ils sont geeks, puis genre, c'est qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là, tu sais, puis... une petite anecdote un peu drôle comme ça, le jeu, la boîte, était tellement massive que les compagnies d'impression étaient hyper fâchées contre Fantasy Flight. Ils ont dit, mais là, ça n'a pas de bon sens ce que vous nous demandez. Il faut qu'on fasse faire des boîtes spécifiquement pour votre jeu parce que ce format-là n'existe pas, c'est trop gros. Donc, ça a été un gros casse-tête d'essayer de former justement les boîtes pour pouvoir ranger même le jeu. Puis la version 2004 a vraiment, la 3e édition a vraiment été plus axée sur l'histoire. Là, on voit vraiment plus de lore apparaître dans le jeu, du narratif. Et ils voulaient faire quelque chose de plus beau. Puis je pense qu'on le voit dans l'évolution graphique du jeu. Il s'est inspiré de jeux euro qui étaient bien développés à l'époque comme Puerto Rico, des choses comme ça. Et vraiment créer une version du jeu là, assez complète, assez complexe aussi. Et là... dans le fond, en 2015, j'ai skippé quelque chose. En 2017, en fait, ils ont lancé la 4e édition, mais la production de la 4e édition a commencé en 2015. Et là, ils se disaient... on va faire l'épitome de la série, on va faire le plus gros projet que Fantasy Flight ait connu. Ça fait 20 ans, 2017, on se souvient, la première édition est sortie en 97, donc c'était pour les 20 ans de Twilight Imperium. Et c'est pas le jeu qui a le plus de ventes et de loin là, chez Fantasy Flight. C'est pas un jeu qui est très vendu, on s'entend, c'est très très niche comme jeu, mais c'est leur jeu le plus grandiose, je pense, de loin, là. Puis, en fait, ils sont conscients, ils doivent l'accompagner. En fait, si vous zoomez sur le logo de Fantasy Flight, c'est le front de Twilight Imperium, le fond d'écran là, du logo. Là. Je trouvais ça intéressant quand ils racontaient ça. Fait que bref, ils s'assisent à la table en 2015 puis ils disent « Ok, on fait une version massive de Twilight Imperium. La 3e édition, c'était rien, je veux une boîte gigantesque, vraiment plus grosse. Là, on va faire des figurines pour chaque faction, pour chaque race. Fait qu'on va juste en mettre 6 dans la boîte parce que sinon, écoute, à un moment donné, on n'arrivera pas à rentrer dans notre argent. On va le mettre sur Kickstarter, 250$. On fait un module 3D pour Mechatol Rex au centre. Bref, on se lance, on fait un all-in dans le jeu. Puis là, ils ont voulu se lancer et faire ça, sauf que il y a eu un saut assez remarquable dans les coûts de création de jeux autour des années 2010. Il y a vraiment eu un bond dans l'industrie, ça coûtait vraiment plus cher qu'ils anticipaient. Donc, ils n'ont pas été capables de faire comme ils voulaient et ils se sont dit aussi que peut-être que la plateforme Kickstarter, finalement, c'était pas pour eux. Donc, ils ont décidé de produire eux-mêmes le jeu, mais de le rendre le plus épique possible. Donc, ils ont essayé de tout peaufiner, de polir pour que ça soit plus streamline, qu'il n'y ait pas 1 million de variantes que tu peux rajouter, que ça soit plus facile. Et là, à place de faire des vaisseaux spatials, et ils ont fait des vaisseaux spatials épiques, mais à place d'en faire là, vraiment des différents pour chaque race, ils ont dit, OK, on va inclure les 17 races connues, on va inclure tout ce qu'on peut de déjà Twilight Imperium 3e édition dans la 4e édition, faire quelque chose de massif, de bien développé. On va rendre le jeu plus gros, les tuiles plus grosses, vraiment tout ce qu'on peut donner pour la production du jeu, on va le faire, puis on va, c'est ça, on va donner vraiment, c'est notre bébé, on va donner la version la plus ultime qu'on peut faire dans le budget qui est respectable, puis que les gens vont être prêts à acheter. Et c'est le même qui est né en 2017, la 4e édition de Twilight Imperium. Fait que bref, je trouvais ça hyper intéressant ça aussi. Et en fait, ce qui est fascinant là-dedans, c'est pas de m'écouter moi le raconter, c'est que il y a des YouTubers comme moi, Elsa et David, en fait, là, qui peuvent nous envoyer, nous rhabiller 15 fois plutôt qu'une. Et c'est Shut Up and Sit Down, qui sont une compagnie qui sont en Angleterre, c'est ça, David? Ouais, parce que je disais, tantôt je disais aux États-Unis, eux autres, OK, ils ont tourné un documentaire, mais ce documentaire-là, je l'avais déjà écouté avant, puis c'est ce qui m'avait convaincu d'essayer l'expérience Twilight Imperium et qui m'a fait tomber en amour avec le jeu, mais je savais pas
du tout que c'est eux qui... Ben, je savais pas c'était qui, eux, au moment où je l'ai écouté. Fait que je savais pas que c'était des YouTubers quelconques qui ont fait ça. Je pensais que c'était un documentaire télé payé, tellement c'est bien tourné, ok? C'est magnifique, c'est 45 minutes. C'est vraiment un Inside Fantasy Flight Games. Comment est-ce que la 4e édition met toute l'histoire derrière le jeu, là, tout ce que je viens de vous raconter en plus de détails, puis de façon excellente. Bref, le documentaire s'appelle Space Lions, The Story of Twilight Imperium. C'est fait par Shut Up and Sit Down. C'est même pas payé par Fantasy Flight Games. Ils ont juste fait comme nous. Ça nous tente de faire ça. Fait qu'on se lance, puis on le fait, puis that's it. Fait que je vous invite à aller regarder ça. C'est hyper inspirant. C'est sur YouTube, là, puis c'est du haut travail, là, de la haute voltige de médias indépendants. Là. Pour vrai, le chapeau. Bref, c'était mon petit shout-out. Fait qu'il me reste à vous présenter rapidement, parce que là, je voulais parler de réédition de 2 gros jeux. Bon. Faudrait que j'arrête de me péter mes propres punch. Mais il y a d'autres, comme David parlait, il y a des compagnies, entre autres Restoration Games, qui se spécialisent dans la réédition du jeu. Donc, Restoration Games qui ont créé un Kickstarter il y a quelques années pour reprendre Fireball Islands. Pourquoi? On ne sait pas, mais bon, ils l'ont repris. Donc, ils ont refait le jeu. Ils ont refait Return to the Dark Tower, comme je parlais, qui est un Kickstarter qui a fini d'être financé quand même fin 2019, donc ça fait pas trop longtemps. Downforce aussi, qui est un autre vieux jeu qu'ils ont repris. Bref, Restoration Games, c'est entre autres dans l'équipe, il y a Rob Davio, donc c'est ça, des gros noms quand même. Bref, et ils sont, c'est ça, spécialisés dans le fait de prendre des vieux jeux puis de tourner ça en jeu moderne. Et d'ailleurs, le 1er juillet, ils ont déposé le nom HeroQuest Legacy. Ils ont déposé le nom, OK? Fait qu'on sait pas ce que ça veut dire encore, mais c'est dans leur projet de faire un HeroQuest Legacy. Donc, HeroQuest qui est comme, je pense, la maman de tous les dungeon crawlers, là, si on veut. Puis en 2013, ils ont voulu faire, pas eux autres, là, mais GameZone ont voulu faire un Kickstarter de la 25e édition. C'est l'image que vous avez là, parce que Restoration Game, ils ont juste déposé le nom, ils n'ont pas donné d'image encore. Fait que moi, j'ai pris quelque chose comme ça. Mais bref, ça a été un flop total, le Kickstarter, il n'a pas marché. Il y a pas, donc, ça a été abort. Je pense qu'il y a eu une dispute légale avec les droits d'auteur. Oui, dispute légale sur le nom, tout ça. Donc, ça n'a pas fonctionné. Donc, on espère que du côté de Restoration Games, ça fonctionne. Ça se peut qu'on puisse revoir sur nos tables. Puis là, ça va être vraiment de la nostalgie à côté, là, pour ceux qui ont découvert HeroQuest quand ils étaient jeunes, de pouvoir le jouer avec leur enfant, une version Legacy. En tout cas, c'est sûr que moi, je vais être dans ce Kickstarter-là, si jamais il y en a un. Mais bref, je trouvais ça intéressant de vous le dire. Puis là, je vais vous montrer quelques autres rééditions, tu sais, qui ont été faites. Donc, les Châteaux de Bourgogne, ils ont fait la version 20e anniversaire. Là, c'est important de pas se tromper. C'est le 20e anniversaire de la compagnie, mais pas du jeu en tant que tel. Le jeu il a été édité en 2011 et en 2019, ils ont fait la nouvelle version. Eclipse, qui fait penser un peu à Twilight Imperium, mais en moins épique, mais quand même très bon, qui est sorti en 2011. En 2020, on voit Eclipse Second Dawn for the Galaxy qui a été backé sur Kickstarter. Moi, je meurs d'impatience qu'il sort en magasin parce que j'ai hâte de jouer à ce jeu-là. Il y a Fantasy Flight qui ont annoncé récemment que Lord of the Ring, the board game, le jeu qui a quand même eu du succès en 2000, en fait, va avoir une version 20e anniversaire qui va sortir, donc une réédition cette année. Il y a Yedo, un autre jeu qui est sorti en 2012, un Eurogame qui est vraiment hyper awesome. Et lui aussi, j'espère que les magasins vont en avoir des copies parce que ce jeu-là, je veux me le procurer. Bref, il y a une réédition qui a été faite sur Kickstarter de ce jeu-là, une version de luxe qui devrait sortir en 2020. Donc, c'est des rééditions de même. Je trouvais ça intéressant de vous dire. Et là, mon petit punch que David me pétait au début de la vidéo. Cette semaine, parce qu'on a eu comme le Comic-Con online, puis là, on a eu le Gen-Con online. Bref, toutes les grosses conventions ont été faites en ligne dans les dernières semaines. Bref, ils ont annoncé cette semaine Descent, donc encore Fantasy Flight, qui va faire une 3e édition du jeu. Donc, c'est la boîte massive qu'on voit là. On n'a pas encore beaucoup de détails sur ce jeu-là. On sait qu'il va y avoir une application. On sait qu'il va être massif. Tout ça. Mais c'est ça. Il manque de détails. Peut-être 2021, on ne sait pas. Bien hâte de voir ça. Il avait l'air de dire que le jeu était fini. Là. Fait que c'est pas un jeu en cours de construction. Donc, on devrait en entendre parler prochainement. Souvent, quand ils font leurs annonces, ils sortent 3-4 mois après. Fait que j'ai quand même confiance qu'on le voit prochainement sur les tablettes. Ben hâte. Je suis contente de ne pas avoir pogné finalement la 2e édition de Descent parce que j'ai vraiment passé proche. Fait que là, je vais me pogner la 3e à la place.
Fait que c'est ça. Ça fait le tour de ma petite présentation à moi. Là. Et je vais retourner sur nous trois. Donc, bonjour. Oh! Bonjour. J'ai hâte de jouer à Alicia. En fait, non, mais j'ai joué à la vieille version. Ah, ok. La première? La première. J'ai trippé. Puis j'ai hâte de pouvoir rejouer en personne. Ben non, bref. C'est quoi que je voulais dire? Non, je vais vous laisser. J'ai de quoi, mais c'est pas très pertinent. David? C'est fou comment, les rééditions font appel à la nostalgie chez les joueurs. Parce que, en plus d'aller chercher ton fanbase qui aime déjà ton jeu, eux vont créer un hype, puis ça va aller chercher d'autres joueurs par la suite. Ça va faire une espèce d'effet boule de neige. Puis, tantôt, tu as parlé de Fireball Island. Restoration Game avec Fireball Island, ça a été une des campagnes les plus controversées sur Kickstarter. Il y a eu des messages de haine quand les backers ont reçu le jeu. La qualité du jeu, elle est dégueulasse. Le plateau, c'est un genre de plastique cheap que si tu laisses au soleil, il va fondre. C'est vraiment pathétique. Puis ils vendaient ça vraiment cher. Donc les backers ont été très, très violents sur les médias sociaux avec eux. Parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent dans ce projet-là. Mais évidemment, c'est un projet qui a fait, je pense, comme 4-5 millions de dollars sur Kickstarter, mais que c'était vraiment juste basé sur la nostalgie, parce que côté gameplay, le pire, c'est qu'ils ont presque rien modifié, ou ils ont ajouté de jouer des cartes au lieu de lancer un dé pour bouger, mais au final, t'as comme 2 cartes dans tes mains, t'en choisis une des deux, c'est comme... T'as pas tant plus de choix que ça, puis bon, ils ont fait un petit set collecting dans le jeu, mais c'est comme... C'était ordinaire, le gameplay, là. Ça le rendait pas tellement meilleur, mais les gens... moi, je l'avais, ce jeu-là, quand j'étais jeune. Là, notre mère nous l'avait acheté dans les années 80. Puis, honnêtement, on jouait à ce jeu-là. On utilisait le board du jeu pour jouer avec nos figurines, genre, parce qu'on trouvait le board cool. Puis on allait sur l'île boule de feu avec nos figurines. Mais, on jouait pas nécessairement tant au board game en tant que tel. Ouais. J'avais des souvenirs d'enfance de ce jeu-là. Mais le jeu est mauvais, là. Les souvenirs sont reliés à d'autres choses. Tantôt, on disait qu'on associe des fois une émotion à un jeu. Mais moi, j'avais des belles émotions en pensant à Fireball Island. Mais c'est pas parce que le jeu était bon. C'est ça, exactement. Ouais. La déception associée après ça quand on est adulte, à se rendre compte que toute notre enfance était idéalisée. Ouais. C'est pas une compagnie... Si ça serait pas de Rob Daviau dans la compagnie qui est le papa des Legacy, là, avec qui a commencé, en fait, les jeux Legacy, juste une petite histoire de même, ça a commencé avec une réédition d'un jeu connu et peu aimé maintenant. Donc, Risk, en fait. Risk Legacy, ça a été comme le premier jeu. Puis c'est Rob Daviau qui l'a créé. C'est lui qui a vraiment... c'est ça, parti ce concept-là. Après ça, il est parti sur Pandémie. Après ça, je sais pas, il y a eu un accident de parcours. Il a fait Seafall. Après ça, il a refait Pandémie. Fait que c'est ça, un bon allume-feu, Seafall. Mais c'est une compagnie que j'ai découvert pas avec Fireball Island parce que, let's be real, là, c'est pas un jeu qui m'intéressait d'acheter. J'ai voulu acheter Return to the Dark Tower parce que ce jeu-là, il a de l'air vraiment très très bien produit. Ils ont vraiment pris un principe puis ils l'ont mené à quelque chose de plus grand. Donc là, ils ont fait plus d'efforts. En tout cas, ils ont de l'air de l'avoir fait. Le jeu, il est pas sorti, donc faut... Avec une application assez révolutionnaire. C'est ça, avec une application, la tour est Bluetooth au milieu du board, qui s'active selon des choses. Ça a l'air malade. Puis le jeu, je l'avais backé et je l'avais backé en ligne. Vraiment, là, j'étais super hype pour le jeu. Puis il est arrivé quelque chose qui m'a un peu dégoûtée. Puis je pense que, tu sais... quand tu finances un jeu, quand tu achètes un produit, tu encourages la personne qui crée le produit aussi. Puis je pense que c'est important des fois de garder ça en tête quand tu fais tes achats. Tu sais, ça vient pas de nulle part, ces produits-là, tu sais. Puis pendant la COVID, fin mars, là, ils ont annoncé que la fin du Pledge Manager, le moment, pour ceux qui sont moins à l'aise avec Kickstarter, le moment où tu finis de payer pour ton produit. Parce que, dans le fond, tu payes une certaine partie sur Kickstarter, puis des fois, il y a des gens qui sont conservateurs, donc vont payer un petit montant sur Kickstarter, avoir accès au Pledge Manager, parce qu'ils n'ont pas le montant à ce moment-là à mettre sur le jeu, ou ils vont en payer une partie, puis rajouter le montant après ça dans le Pledge Manager. Bref, tu fais comme tu veux.
Le Pledge Manager, il ouvre de quelques semaines à quelques mois après le Kickstarter et il reste ouvert d'habitude plusieurs semaines. Fait que bref, il annonçait la fin du Pledge Manager début avril. Donc au moment où tout le monde, partout dans le monde, perdait sa job, puis qu'il y avait des incertitudes à propos du COVID, tout ça, moi, j'ai été chanceuse, vraiment, là, je suis vraiment reconnaissante de ça. Je suis dans des services essentiels, fait que j'ai pas eu ce problème-là. De mon côté, c'était pas quelque chose avec quoi j'ai eu à jongler. Mais c'est ça, bref, rendu là, il ferme le Pledge Manager. Moi, je suis comme, c'est correct, de toute façon, j'avais déjà acheté mon Pledge, tout ça. Ah, puis la communauté avait fait des demandes aussi. Oui, c'est ça. Dès que la COVID a commencé, la communauté a commencé à contacter Restoration Games, dire je viens de perdre mon emploi, ma femme a perdu son emploi, si ça continue même, on va faire une faillite, mais on veut le jeu. Est-ce que c'est possible de retarder? Est-ce que c'est possible de s'arranger autrement pour pouvoir faire, pour pouvoir finaliser le projet parce qu'on veut le jeu, mais en ce moment, on peut pas se le permettre. Puis la réponse de Restoration Games, ça a été non, ça ne tente pas. C'est trop compliqué pour nous. Nous, le projet est fini là. Fait que c'est là qu'on va le faire, puis that's it. Fait que quand j'ai vu ça, puis j'ai vu la réaction des gens, j'ai écrit à la compagnie, j'ai dit, écoute, moi, personnellement, j'avais backé ton jeu en ligne, puis j'ai vu comment tu interagissais avec les acheteurs. Je suis pas intéressée d'encourager ça. Donc, reviens me voir si jamais tu décides de faire quelque chose pour tous ces gens-là qui t'ont contacté et qui t'ont demandé là, un délai. Là. Reviens me voir, par exemple, si tu ouvres le Pledge Manager, tout ça. Mais pour l'instant, je veux un remboursement de mon Pledge parce que moi, j'ai pas envie de faire partie de ça. Puis, je me suis fait rembourser mon Pledge. Fait que bref. C'est pas une compagnie que je porte très dans mon cœur. Je vais attendre de voir. Je donne la chance au coureur. Si jamais ils font quelque chose pour les gens, justement, là, qui ont été affectés par le COVID, parce qu'on s'entend qu'en avril, il n'y a personne partout sur la Terre qui savait qu'est-ce qui allait se passer. Je pense que l'incertitude financière était présente pour tout le monde. Fait que bref, ça aurait été juste gentil de leur part de dire, relaxer, on va s'arranger autrement, on va décaler nos choses, on va réarranger nos choses. Mais non, ils n'ont pas voulu se casser le basic. Fait que bref, si un jour réouvrent le Pledge Manager ou font quelque chose pour accommoder ces gens-là, à ce moment-là, je vous jure, je vous avertis, là, parce que... Ça va faire une vidéo. Et voilà. Là-dessus. Mais d'ici là, c'est pas une compagnie que je porte dans mon cœur. Je te comprends, tu fais bien. Puis, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, moi aussi, bon, tu sais, Fireball Island, on est bâché dessus pas mal, mais j'ai des amis qui l'ont supporté, puis bon, on l'a essayé une fois, puis bon, c'était vraiment merdique comment ils ont géré le dossier aussi d'après. Tu sais, les backers ont envoyé des commentaires, tout ça, puis ils ont un peu traité comme de la merde. Puis, tu sais, je veux dire, tu fais du socio-financement, tu sais, les gens appuient ton projet pour que ton projet voit le jour, puis toi, t'es envoies chier. Non, ça marche pas de même. Puis, tu sais, malgré tout ça, s'ils annoncent quelque chose d'HeroQuest, j'aurais pas le choix de le regarder. Parce que c'est probablement le jeu que je suis le plus nostalgique. C'est le premier Dungeon Crawler que j'ai joué. Puis, tu sais, c'est un style de jeu que j'adore aujourd'hui. Fait que, tu sais, malgré toutes ces red flags-là de Restoration Game, s'ils annoncent l'année prochaine HeroQuest, je vais le regarder pareil. Peut-être que je le prendrai pas, mais je vais le regarder. Oui, probablement. Mais si je me trompe pas, c'est une des seules compagnies qui fait ça aussi. Là. L'autre compagnie qui a essayé pour HeroQuest, ça n'a pas fonctionné. Ah, c'est ça. Quand tu as le monopole et que tu as beaucoup de soutien et d'argent, ben c'est sûr que certaines compagnies peuvent mettre leur valeur ou leur côté service à la clientèle un peu de côté. Mais ouais, la nostalgie comme outil de marketing. Ben oui, effectivement, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais ouais, la nostalgie, ça vend. Puis j'avais lu un article vraiment intéressant. Puis là, je veux quand même citer, c'était sur quoi, juste un instant. C'était sur TrickTrack, en fait. TrickTrack.net. Vous connaissez? Je sais pas, hein? Un peu, hein? Mais justement, ils ont fait un article vraiment intéressant sur la nostalgie, puis ils comparaient justement un peu avec la culture pop, puis l'utilisation toute l'utilisation de la culture pop pour la vente. Tu sais, ça fonctionne, là. C'est un courant de mode, c'est un courant de vente. La nostalgie, c'est la même chose. Au niveau marketing, il faut garder une certaine pensée critique par rapport à ça. Puis parfois aussi, comme Sophie a fait un peu, c'est de voir le lien avec nos valeurs personnelles aussi, puis de se dire, OK, oui,
ils viennent me chercher directement par les sentiments. Par contre, est-ce que c'est quelque chose que je veux soutenir, puis est-ce que c'est quelque chose dans lequel je me sens bien aujourd'hui de poser cet acte-là, d'acheter tel jeu, etc. Ouais, fait que c'était un article très intéressant que je pourrais vous mettre aussi en lien. Puis le petit truc que je vais dire tout à l'heure en faisant mes recherches, je trouvais ça vraiment drôle, là. C'est un super pub, là, justement parlant de nostalgie puis de commercialisation. On est totalement là-dedans, là. Mais il y avait un jeu qui s'appelle 8-Bit Box. Oui. Ouais, qui était genre un jeu de console de jeux de société première génération. Ouais. C'était-tu Je parle au passé. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas de l'air d'être winner, je te dirais. C'était ordinaire. Le principe était intéressant, mais les jeux étaient assez ordinaires. Ouais. C'est des jeux basés sur des vieux jeux de vidéo, je me trompe pas. Genre qui ont comme... Ouais, il y avait une version de Pac-Man, genre. Ouais. T'avais une espèce de jeu de course, t'avais un truc d'Olympique. Puis ils ont fait un jeu de combat aussi, un contre un. Bon, dans les exemples de l'utilisation de la nostalgie pour commercialiser des choses qui peut-être ne sont pas très géniales, mais bon, par chance, il y a des choses qui fonctionnent, comme Sophie a nommé avec Twilight Imperium puis Arkham Horror. Entre autres. De mon côté, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à la réédition, la rétro gaming et la nostalgie. Est-ce que de votre côté, il y avait autre chose que vous vouliez ajouter? Moi, ça faisait pas mal le tour, je te dirais. Je suis plate, hein? Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Ouais. Cool. Fait que, est-ce que vous voulez... Qu'est-ce qui s'en vient, Elsa, cette semaine pour les Dipsy? Ah ouais, super, c'est très intéressant, effectivement. Oui, donc, oui. Dimanche, je suis en train de me rappeler, j'ai fait mon agenda tout à l'heure. Dimanche, je vous présente, justement avec un lien que Sophie m'a envoyé, je vais vous présenter une petite capsule sur le stress dans les jeux société. Et je vais parler aussi un peu de jeux vidéo, je vais inclure ça. Donc, comment, dans le fond, il y a certains jeux de société, jeux vidéo qui viennent amener la relaxation, la gestion du stress, puis comment il y en a d'autres, au contraire, qui viennent jouer sur augmenter notre intensité de stress. Donc, on va analyser ça un peu, le stress dans les jeux. Quoi? J'ai vraiment pas entendu, je l'écouterai au ralenti tantôt. Donc, lundi, j'ai fait un podcast avec un ami, mais aussi un étudiant au DSS en jeux vidéo. Puis, il va nous parler du concept de jeu sérieux, qui est utilisé surtout dans les jeux vidéo, mais c'est vraiment intéressant. On parle de jeux éducatifs, de jeux sérieux. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu sérieux? Et non, ce n'est pas un jeu plate. L'élément central, c'est le fun quand même. Je vais vous présenter aussi un article que j'ai écrit sur l'exposition graduelle à l'anxiété, ça, mercredi. Puis vendredi prochain, je vous présente une capsule. Je me souviens plus. Ah, sur l'anxiété de performance. Et sur voilà. La mémoire, Elsa. Sur la mémoire. C'est une bonne idée, je vais en faire un là-dessus. Puis toi, David, qu'est-ce qu'il y a à venir avec Prof Board Game? En fin de semaine, je travaille sur plusieurs vidéos. Donc, le mois d'août commence bientôt. On va lancer un nouveau concours pour gagner un jeu. Ça risque d'être le jeu Nidavellir. Ouh, garochez-vous. Sinon, je travaille aussi sur ma vidéo du jeu Coatl, un jeu québécois qui va sortir à l'automne. J'ai eu la chance d'avoir une copie d'avance. Et aussi, je vais travailler sur Silver and Gold, un petit filler. Un genre de Tetris, un flip and write à la Tetris. Oh, nice! J'adore Tetris, ça m'intrigue. Cool. La nostalgie. La nostalgie totale. Et voilà, en plein dedans. Moi, de mon côté... Et de ton côté, Sophie? Ben, aujourd'hui, parce que c'est ça, c'est encore aujourd'hui, fait que je vais le mentionner. J'ai eu la chance, puis ça a été tu sais, on fait des belles rencontres, tu sais, entre autres David, tu sais, mais comme en faisant ça, mais hier, j'ai eu une super conversation. En tout cas, moi, j'ai été genre super flabbergastée tout le long que je jasais. Puis c'est avec Jean-François Gauthier, qui est le créateur de Dinoblivion puis de Goblivion. Puis on parle de la création de ses jeux, on parle de son métier, tout ça. Puis c'est ça, j'ai trouvé ça hyper stimulant. Fait que bref, c'est la podcast qui est parue aujourd'hui.
Donc, si vous voulez aller voir ça, c'est disponible sur Facebook. Vous allez voir le lien. C'est disponible sur toutes les... De toute façon, les trucs de balado-diffusion. Puis tout ça. Sinon, ben, cette semaine, je vais faire ma première vidéo d'une série de 3 vidéos que vous avez voté. Donc, c'est vous qui avez choisi. Donc, techniquement, vous le savez, j'ai pas besoin de vous le dire. C'est pas vrai. Mais la première, ça va être sur Seven Continents. Donc, un review un peu du gameplay, tout ça, comment ça joue, mon opinion et tout. Puis, c'est ça, je pourrais même vous mettre avant la fin, là, un petit 1 minute 36 de teaser, juste parce que je suis fière de mon petit travail. Puis... Oh my God, oui, c'est génial. Ouais, fait que je vais mettre ça avant la fin. Puis c'est ça. Sinon, cette semaine, ben, je vais aussi mettre en ligne sur YouTube la deuxième partie de mes parties live de Tainted Grail. On va continuer ça en fin de semaine aussi si vous voulez nous rejoindre sur Twitch pour faire la partie avec nous. Puis c'est pas mal ça. C'est ce qui s'en vient, puis une podcast super intéressante. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça encore intéressant avec Jean-Sébastien. On continue le lexique ludique cette semaine avec notre top 5 des jeux pour commencer notre collection. C'est le fun parce qu'en fait, on vous donne une idée pour 10 jeux pour bien commencer votre collection de jeux. Fait que c'est ça. C'est le kit de départ pour les débutants. Et voilà. Fait que je vous mets mon petit teaser. Nice. Est-ce que vous aviez d'autres choses, un petit mot de la fin? Ou sinon, je mets mon petit teaser juste parce que c'est ça. Je vais mettre mon teaser. Et merci de nous avoir écoutés, puis à la prochaine. Bye! Bye! Wow. Attendez un petit peu, je vais vous partager mon écran, là. C'est parce qu'il faut tout que je gère en même temps. Fais attention sur toi. On attend. Pression. On attend. Je vous transfère ça, et voilà, c'est parti. J'essaie. Ah, je peux-tu parler? Tu as le droit de parler, la musique est éteinte. J'ai le droit de parler. J'ai essayé de checker les trucs de vidéo de même. J'ai essayé de faire une petite vidéo. Il y a eu beaucoup de temps perdu devrais-je dire investi sur cette introduction à ma vidéo. Mais bref. Fait que... C'est quoi, c'est une bibliothèque avec des segments? Oui, ben ça fait partie d'un site de graphique que moi et Elsa on utilise pour à peu près tout. Ils ont des bibliothèques immenses de vidéos, fait que j'ai fait des recherches de plusieurs heures, puis essayer de mixer le tout ensemble après ça pour faire quelque chose qui fait du sens. C'est ça, je me suis amusée en fin de semaine. Fait que sur ça, ben, je vous remercie d'avoir écouté encore une fois notre live. J'espère que vous avez apprécié. Puis c'est ça, à la prochaine, I guess. À la prochaine. Bye bye.